Bonsoir à toutes et à tous. Euh, Bienvenue au samedi d'Eurostéo. Pour ceux qui nous rejoignent de l'extérieur, Eurostéo, c'est un établissement qui forme à l'ostéopathie les professionnels de santé, que ce soit médecins, kinés, podologues, infirmiers, sages-femmes. Et nous encourageons à Eurostéo nos diplômés à un changement de paradigme au niveau professionnel. On les encourage à devenir ostéopathes exclusifs. Dans le cadre des samedis d'Eurostéo, nous lançons la saison 2024-2025 avec un invité de marque. Bonsoir, Monsieur Pierre-Luc Cernit. Vous êtes enseignant et chercheur. Vous avez publié de nombreux articles scientifiques, notamment dans l'International Journal of Osteopathic Medicine. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages, dont Mythologie ostéopathique, que vous venez nous présenter ce soir. Je vous laisse l'estrade. Merci beaucoup. Merci pour ces mots sympathiques à mon endroit. Bonjour tout le monde. Est-ce que tout le monde m'entend bien comme ça? Super. Donc ce que je vous propose, c'est un petit temps d'échange effectivement autour de mythologie ostéopathique. Quelques petits mots d'abord de ma part et ensuite, vu qu'on est dans une modalité assez conviviale, j'espère des échanges plutôt entre nous avec une modalité un petit peu moins verticale, professorale, mais peut-être justement un petit peu plus dans la transversalité. Je pense que ce sera tout à fait faisable. Alors, déjà merci beaucoup pour cette invitation, je suis ravi d'être là. Je découvre un établissement dans lequel je n'avais encore jamais mis les pieds, donc merci beaucoup. C'est un très beau cadre et je suis très bien reçu, donc merci beaucoup. Cette conférence s'inscrit dans une succession de communications, on ne va pas se mentir, autour de cette effectivement publication qui a eu lieu au cours de l'année 2024, qui, comme on dit dans le milieu du cinéma ou du théâtre, a manifestement rencontré son public. Donc on a eu beaucoup de chance, on a eu beaucoup de retours assez positifs. Et donc j'ai été invité à faire un certain nombre de présentations, un petit tour de France en quelque sorte. Donc j'ai peut-être fait maintenant une vingtaine de communications sur cet ouvrage. Donc manifestement, il y a une réception assez importante auprès de la profession, donc il faut s'en réjouir. Il y a une traduction en anglais qui est en cours et probablement encore dans d'autres langues étrangères, mais comme pour les autres, ce n'est pas signé pour l'instant, je resterai volontairement mystérieux sur le sujet. Voilà. Donc, il y a eu effectivement quelques mots d'introduction. Je n'aurai pas l'arrogance de penser qu'il n'est pas nécessaire de m'introduire, donc je vais quand même en dire deux mots. Donc, je suis Pierre-Luc Cernit, je suis un homme cisgenre, donc vous pouvez m'appeler Pierre-Luc, monsieur, si vous êtes habitué à l'académisme, vous pouvez même dire docteur si vous n'arrivez pas à vous départir de l'université, mais Pierre-Luc, ce sera très bien si vous voulez pour les échanges. Il se trouve que, pour l'instant, je suis enseignant et chercheur à Toulouse. L'enseignement se fait principalement donc, à l'Institut toulousain d'ostéopathie pour l'instant, mais que j'interviens également dans des diplômes universitaires. Un diplôme universitaire de philosophie de l'ostéopathie à Lyon, qui maintenant n'existe plus, mais qui a existé pendant plusieurs années. Un diplôme universitaire pour les formateurs en ostéopathie à l'université de Haute-Alsace, ainsi qu'à la fac de médecine, différentes structures qui me sollicitent. Et pour mes activités de recherche, ça vient tout simplement du fait que je suis ostéopathe, certes depuis 2011. Par anticipation, oui, j'ai un cabinet, oui, je vois des patients régulièrement. Alors que pour la recherche, mes domaines d'expertise, c'est plutôt la médecine, le droit, parce que j'ai passé un doctorat de droit, et la philosophie des sciences, et plus exactement l'épistémologie, puisque je poursuis également une thèse en philosophie des sciences. Voilà, tout simplement. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai effectivement maintenant quelques articles de rédiger dans des revues assez variables qui concernent, comme je l'ai dit, les trois thématiques, médecine, droit et philosophie des sciences. Et je fais cette conférence, donc pas tout à fait sur mon dernier livre, parce qu'il se trouve qu'il y en a un autre qui est sorti entre-temps en octobre 2024, qui s'appelle L'ostéopathie saisie par le droit. Mais cet ouvrage, Mythologie ostéopathique, est un peu particulier, c'était mon quatrième, parce que c'est un ouvrage collectif que j'ai eu l'honneur de diriger. Alors, je vais peut-être vous dire quelques mots sur ce que c'est que diriger un ouvrage collectif pour celles d'entre vous qui ne seraient pas au courant. C'est une entreprise un peu particulière. J'ai souhaité réunir des personnes qui étaient toutes ostéopathes, mais qui avaient en plus une petite compétence supplémentaire pour exploiter cette petite compétence supplémentaire et ensuite pouvoir produire quelque chose rigoureusement dans leur champ de compétences. Voilà.
Donc j'ai fait en quelque sorte un appel à candidature, j'ai eu beaucoup de chance, tout le monde a répondu très positivement, donc ça a permis d'engager assez vite des discussions collectives. La grosse difficulté, ça a été de réunir des gens qui viennent de milieux très différents. C'est pas forcément facile de faire cohabiter sous une même bannière des gens par exemple qui font de la physiologie, de la biomécanique et d'autres qui font par exemple de l'histoire. Parce que les méthodologies scientifiques sont assez différentes, la bibliographie n'est pas la même, les habitudes d'écriture non plus. Des historiens, si vous leur demandez d'introduire un sujet, parfois il leur faut 20 ou 30 pages. Des personnes qui ont l'habitude de faire, je ne sais pas, des essais cliniques, eh ben, on regarde la p-value ou on regarde le coefficient kappa pour comparer éventuellement la fiabilité interopérateur. On fait une petite phrase de conclusion, sujet, verbe, complément, ça va très bien et c'est fini. Donc il a fallu faire cohabiter des gens qui avaient des habitudes de travail assez variables. Et donc j'ai dû chercher de la méthodologie du côté de ce qu'on appelle des mythologues, à ne pas confondre avec des mythomanes, vous l'aurez compris, même si à l'oreille c'est un peu pareil. Des mythologues, c'est-à-dire des gens qui sont spécialistes dans la façon dont on traite les mythes, tout simplement. Donc je me suis basé sur la méthodologie d'un mythologue qui s'appelle Mircea Eliade, voilà, d'origine roumaine, qui a beaucoup travaillé sur la façon dont on appréhende les mythes. Donc les mythes ont tous été traités de la même manière dans tous les chapitres. Tous les chapitres commencent par le mythe de quelque chose. Il n'y a jamais d'introduction, à part l'introduction générale que j'ai rédigée. Il y a toujours les 3 mêmes parties pour tout le monde. La première partie, ce que propose Mircea Eliade et qu'on a repris pour cet ouvrage, c'est la genèse du mythe. Il faut qu'on puisse prouver que le mythe existe en tant que mythe. Donc il essaye de répondre à la question, est-ce que ce mythe existe et qu'est-ce qu'on peut en dire? Deuxième partie de chaque chapitre, c'est la discussion du mythe. Aujourd'hui, à l'aide de la littérature contemporaine, que peut-on dire vraiment sur ce mythe? Et la troisième et dernière partie essaye de comprendre quelle est la fonction du mythe, puisque ce mythe continue à exister alors qu'on pourrait s'attendre parfois à ce que certains disparaissent, et pourtant, il y a une réminiscence de certains nombres dédiés qui sont assez bien répandus dans la profession d'ostéopathe. Et donc, la troisième partie essaye de répondre à la question « à qui profite le mythe ?» en quelque sorte. Et donc chacun a dû, avec beaucoup de bibliographie et avec un petit peu d'énergie, devoir traiter son chapitre exactement de la même manière que les autres. Donc quand vous êtes directeur d'ouvrage, eh bien, il faut s'assurer que tout le monde respecte bien les conventions bibliographiques, malgré la variabilité importante entre les différentes actrices qui ont souhaité participer. Voilà un peu pour les éléments un petit peu généraux. Alors, maintenant sur le fond. Pourquoi parler de mythes et plus exactement de mythologie en ostéopathie? Vous l'aurez compris, le titre est un tantinet provocateur. C'était volontaire, bien entendu, mais je ne sais pas si vous avez lu cet ouvrage, mais assez rapidement, dans l'introduction, on essaye de déconstruire rapidement en disant le but n'est pas de créer 2 camps. Bien sûr, le camp des gentils et le camp des méchants, et bien sûr, ceux qui écrivent seraient naturellement dans le camp des gentils. Le but, au contraire, était de dire que en ostéopathie, et en particulier en France, même si c'est vrai à certains égards aussi dans le monde, l'ostéopathie est apparue avec un certain nombre de personnes qui baignaient aussi dans des courants spiritualistes, parfois même occultistes, et qui ont façonné aussi un peu de manière normative l'épanouissement de cette profession dans le pays. Et donc, il y avait une porosité importante entre l'arrivée de quelque chose qui se revendiquait comme une médecine, manuelle certes, mais une médecine, et des courants assez ésotériques et mystiques qui étaient présents de manière consubstantielle. Donc, ça n'est pas très étonnant de voir dans l'héritage de l'ostéopathie des idées parfois effectivement un peu fantasques qui pour certaines n'existent plus, qui pour d'autres existent moins et pour d'autres continuent à exister et faire une certaine autorité. Donc, l'idée était plutôt d'appréhender un petit peu toutes ces choses-là. On pourrait prendre peut-être 1 ou 2 exemples. Une date un peu caractéristique de l'arrivée de l'ostéopathie en France, c'est la publication du livre de Robert Lavézari, qui a été préfacé par Léon Vanier un peu avant les années 1950. Et à la fois Robert Lavézari et Léon Vanier sont préfacés, sont des gens qui sont ostensiblement dans des courants spiritualistes et des sciences occultes pour certains. Donc on avait déjà des éléments bibliographiques, mais depuis la publication en octobre 2024 du livre de Léo Bernard, qui est historien, qui s'appelle Hippocrate initié, il y a maintenant des éléments historiographiques qui permettent de vraiment attester du fait que notamment le docteur Vanier, qui au demeurant était médecin, était très impliqué dans la revue d'homéopathie et avait une façon de lire les lignes de la main qui permettait de prédire l'avenir d'une personne, la potentialité d'avoir une maladie, etc., etc., etc. Un peu comme l'héritage de la phrénologie qui faisait la même chose avec les formes de la tête.
Donc voilà, donc il fallait faire cohabiter un petit peu l'héritage d'un certain nombre de courants et aussi des exigences d'institutionnalisation assez contemporains. On le sait maintenant, dans beaucoup de pays du monde, l'ostéopathie est considérée parfois comme une médecine non conventionnelle, mais parfois complètement intégrée dans les systèmes sanitaires. Je pense notamment à l'universitarisation en Belgique, en Suisse, en Angleterre, le fait qu'il soit une spécialité médicale aux États-Unis. On pourrait aussi parler de la Russie, de la Finlande. Enfin, les exemples sont maintenant assez légion et on sent bien que l'ostéopathie petit à petit tend à une forme de montée en compétences à la fois des étudiants, des formateurs et donc des professionnels aussi ensuite sur le terrain, et que les enseignants et chercheurs comme moi sont par conséquent soumis à une forme de double injonction. À la fois, on nous demande de produire des essais cliniques, pourquoi pas. Je pense à mon collègue Franck Garnier sur la lombalgie de la femme enceinte avec une analyse médico-économique pour voir quel est le coût que pourrait faire économiser à la société une prise en charge ostéopathique avec une étude d'implémentation, ou des revues systématiques, des méta-analyses, de la recherche fondamentale. Et en même temps, d'appréhender un certain nombre de fondements de la discipline pour essayer d'en donner simplement une lecture critique contemporaine pour simplement voir dans quelle mesure certaines idées peuvent être conservées pour ensuite être quand même utilisées au demeurant sans sombrer dans une lecture caricaturale qui consisterait à dire on prend tout ou on jette tout, hein, on en a discuté ensemble. Ça n'est pas parce que le mécanisme respiratoire primaire est en défaut de preuve ou a été plusieurs fois invalidé que ça veut dire qu'il ne faut pas toucher la tête des personnes. Au contraire, surtout si une personne dit « j'ai très mal à la tête et la seule chose qui me soulage c'est quand on me touche la tête », un ostéopathe aurait vraiment tort de ne pas toucher la tête parce que la tête fait partie du reste de l'organisme et que là il faudra peut-être plus travailler sur ses représentations mentales en plus de la thérapie manuelle pour obtenir une bonne alliance thérapeutique et donc des bons résultats bien sûr. Donc il y a beaucoup de sujets contemporains à aborder et cette double injonction effectivement parfois éveille des passions, voilà, pour le dire de manière euphémisée, mais des passions raisonnables, ce qui fait qu'on peut communiquer avec tout le monde et qu'une profession de mutation, c'est aussi une profession qui tend vers une forme de maturité. Une maturité, c'est aussi mener parfois des examens introspectifs et si ces examens introspectifs sont parfois un peu douloureux, c'est quelque chose qui fait partie d'un processus normal dans le processus d'institutionnalisation. Donc, les mythes, vous remarquerez qu'on n'a toujours pas donné de définition. Si on regarde une définition des mythes, notamment dans le Centre national de recherche textuelle et linguistique, en 2024, on voit que ça fait plutôt référence à des récits, voilà, des récits parfois fabuleux qui font référence à des personnages dont on vante un peu les mérites, mais qui quand même participent à l'identité d'une discipline. Donc ça, effectivement, je l'avais, merci de l'avoir mentionné, publié dans un article qui a été... je crois que c'était en juin, hein, dans un numéro spécial de l'International Journal of Osteopathic Medicine, justement sur l'identité de l'ostéopathie, avec à la fois une identité idem, ce qui fait qu'il y a des éléments qui se conservent dans le temps, qui viennent quand même de son histoire, qui ont façonné la discipline, et une identité ipsée, avec des éléments qui parfois, effectivement, sont susceptibles de fluctuer, et c'est l'association de ces deux éléments qui permet de caractériser l'identité en général de l'ostéopathie. Ben aujourd'hui, on en est un petit peu à ce stade de discussion, donc l'idée de parler de mythologie, c'était surtout de... Donc mytho et logos, le logos, hein, sa racine étymologique, c'est le discours qui se veut savant sur un objet. Et donc l'objet, c'est le mythe. Donc on voulait discuter de la manière la plus académique possible de différents mythes qui existent en ostéopathie, tout simplement. Jusque-là, ça va? J'ai pas été trop long? Très bien. Alors ce que je vous propose, c'est peut-être d'en donner des grandes lignes, parce que bien sûr, bon, aujourd'hui, il y a quand même les réseaux sociaux, qui ne sont pas du tout des espaces où des enseignants et des chercheurs comme moi sont... Voilà, on n'est pas toujours très à l'aise parce qu'on n'a pas la place pour faire une longue démonstration, il faut aller vite. Et parfois, ce n'est pas du tout propice au fait de faire parfois de longues démonstrations qui permettent d'atteindre leurs objectifs. Pour autant, l'ostéopathie n'a pas le monopole exclusif des mythes. Des mythes, il y en a dans toutes les disciplines, même des disciplines très sérieuses comme la chimie, la physique ou les mathématiques, la littérature, la philosophie et le droit, bien entendu. Donc, je vais vous lire un petit passage de l'introduction qui est très très bref. Ça n'est pas de moi, sinon ce serait épouvantablement narcissique. Mais c'est de mon collègue Mathieu Touzet-Divina, qui est professeur à l'université Toulouse 1 Capitole et qui a écrit un livre qui s'appelle « 10 mythes du droit public », parce que oui, même en droit public, il y a des mythes. Je lis donc une petite phrase de Mathieu Touzet-Divina. « Il ne s'agit évidemment pas ici d'affirmer que toute construction ou parole humaine est mensongère, ou nécessairement et intentionnellement mauvaise ou trompeuse.
Et il est encore moins question de nier l'existence d'un certain nombre de phénomènes ou de réalités, mais de revenir sur leur construction, leurs interprétations. C'est la raison pour laquelle ce travail, et j'y ai veillé personnellement, tout le monde a absolument joué le jeu, était non pas destiné à être une entreprise moralisatrice, mais au contraire d'essayer de comprendre de manière, un peu de manière épistémologie historique en termes de méthode. Pour aller vite, comment les choses se sont construites dans le temps, pourquoi certaines idées ont gagné le combat des idées, pourquoi d'autres ont perdu, et quels sont les arguments qui leur ont permis de gagner le combat des idées pendant un moment donné. Et est-ce qu'aujourd'hui, on se sent autorisé à revisiter un petit peu un certain combat entre plusieurs idées. Vous connaissez, je ne sais pas si vous connaissez l'étymologie du mot preuve, par exemple, preuve scientifique, c'est quelque chose a été éprouvé, c'est-à-dire on l'a soumis à des tests. Et on peut voir que dans l'histoire de l'ostéopathie, de manière assez précoce, il y a beaucoup d'ostéopathes qui ont entrepris un certain nombre d'études expérimentales, assez variables sur l'efficacité, sur la recherche fondamentale, notamment, je pense à des travaux au début du XXe siècle qui avaient obtenu quand même des financements importants sur notamment la partie somatoviscérale et viscérosomatique en créant des stimuli pour voir comment réagissaient différents organes et réciproquement. Donc c'était assez ingénieux. Dans les années 50, il y a eu toute la période d'Henslow, Irving Corr et compagnie qui ont produit des choses qui étaient assez convaincantes et pour l'époque qui étaient tout à fait contemporaines des connaissances scientifiques qu'on pouvait avoir de manière tout à fait normale. Et puis ensuite, je pense que ça devait être d'ailleurs une très belle période pour les ostéopathes d'avoir enfin des éléments de preuve qui montrent que ce qu'ils font a du sens et a même une base scientifique. Par contre, ensuite, il y a des éléments plus contemporains qui viennent parfois confirmer certaines choses qu'on savait déjà ou les expliquer différemment, et des éléments plus contemporains qui viennent aussi infirmer des choses qu'on pensait relativement robustes. Donc c'est là où on peut se retrouver parfois dans ce qu'on appelle des états un peu de dissonance cognitive. On a plusieurs options. Soit on se dit, bon, je fais comme si tout ça n'existait pas et je continue à faire exactement pareil parce que c'est dérangeant. Et parfois, je peux comprendre que ce soit dérangeant. Je suis passé par cette étape moi-même, donc je sais très bien. Ou alors on se dit, ces nouveaux éléments devraient m'amener à reconsidérer peut-être mon point de vue. Voilà. Ce qui est en fait la différence d'une position dogmatique. Une position dogmatique, c'est quoi que vous puissiez dire dans le présent ou dans le futur, je ne changerai jamais d'avis. Quels que soient vos arguments, je maintiendrai mon point de vue et je continuerai à penser la même chose et à faire la même chose. Ça, c'est la définition d'un acte de foi et d'une logique assez dogmatique. Donc au contraire, effectivement, on ne peut pas dire que l'ostéopathie soit une science, mais à vrai dire, la médecine conventionnelle non plus. Les théoriciens, en tout cas les philosophes de la médecine, sont arrivés sur un point de consensus plutôt dans les années 60 en disant « la médecine », je cite Georges Canguilhem, c'est un art au carrefour de plusieurs sciences. C'est-à-dire que ça doit reposer sur la science, même si ce n'est pas rigoureusement exactement une science. Bon, à la fin de sa vie, il est un peu revenu là-dessus en disant c'est quand même une forme de science appliquée particulière. Bon, on peut donner des propriétés. Pourquoi pas? Néanmoins, il y a quand même cette idée en médecine que pour le soin, et ça je pense que tout le monde ici est au courant, il y a plutôt une obligation de moyens et pas vraiment une obligation de résultat, parce qu'on ne peut pas assurer à quelqu'un qu'on va vraiment améliorer son état de santé. C'est aussi la raison pour laquelle, dans le domaine du droit médical, que ce soit dans le contentieux administratif ou dans le contentieux judiciaire, une erreur de diagnostic n'est pas toujours considérée comme une faute de diagnostic. Une expertise judiciaire peut montrer qu'à ce stade, il n'y avait pas suffisamment d'éléments qui permettaient de dire que le praticien devait se douter que le diagnostic était absolument plus probable parce que les éléments étaient difficiles en termes de discrimination d'une entité pathologique au stade où le patient a consulté son praticien. Donc, il y a une forme quand même de reconnaissance du fait que la médecine, et on va parler de médecine ostéopathique, pourquoi pas, qui s'inscrit dans ce continuum-là, il y a des choses pour lesquelles, voilà, maintenant on a des choses un peu stabilisées, qu'on sait, voilà, avec un peu plus d'assurance, parce qu'on a un très haut niveau de preuve sur certaines choses, comme par exemple sur les biomarqueurs suite à des manipulations. On sait que ça diminue le cortisol, on sait que ça fait chuter les TNF-alpha, donc c'est anti-inflammatoire. Et ça, il y a plusieurs revues systématiques faites par des ostéopathes et par des non-ostéopathes qui aboutissent aux mêmes conclusions. Donc en général, c'est plutôt assez rassurant. Sachant que sur la pyramide des preuves de la Haute Autorité de Santé, la revue systématique, c'est plutôt ce qui est tout en haut de la hiérarchie des preuves. Il y a des choses pour lesquelles on n'a pas trop d'éléments aujourd'hui. Par exemple, on n'a pas beaucoup de preuves sur est-ce que l'ostéopathie est efficace sur une problématique aiguë. Pas parce que les essais montrent que ça ne fonctionne pas, parce qu'en fait, on n'a pas suffisamment fait d'essais. Donc, en tant que scientifique, moi, je suspends mon jugement. Je ne peux pas dire oui, c'est efficace, non, ça n'est pas efficace. Je dis, je ne sais pas. En tant que praticien, moi, j'ai bien l'impression que la plupart du temps, quand des gens viennent et qu'ils ont mal, j'ai l'impression d'être plutôt bon, plutôt efficace.
mais en fait, j'en sais rien. Il est possible que je me trompe, que ça vienne de d'autres éléments contextuels qui viennent de ma façon de faire en particulier. Et c'est pour ça que c'est important de t'entendre les soumettre à des tests pour isoler des paramètres, pour ensuite comprendre est-ce que c'est des éléments qui viennent de la relation thérapeutique, est-ce que ça vient vraiment de ce que je fais avec mes mains, pour essayer vraiment de valoriser les éléments qui semblent être plus efficaces que les autres pour, tout simplement, répondre au droit français déjà. L'article 1110-5 du Code de la santé publique énonce par exemple que toute personne a le droit de recevoir les soins les plus appropriés, c'est-à-dire les choses où il y a le meilleur niveau de preuve disponible quand les preuves existent. En ostéopathie, comme en médecine conventionnelle, il y a beaucoup de choses sur lesquelles il n'y a pas suffisamment de niveau de preuve. On a tendance parfois à hypertrophier un petit peu le statut de la médecine conventionnelle. Des revues systématiques, un certain nombre de méta-analyses montrent que des interventions médicales de médecine conventionnelle qui ont un très bon niveau de preuve, il n'y en a pas tant que ça, en fait. Il y a un livre qui a été publié en 2018 par mon collègue Jacob Stegenga, qui est un philosophe de la médecine américain, aux presses universitaires d'Oxford, qui s'appelle Medical Nihilism. Il a indiqué dedans qu'il n'y a que 2 traitements en médecine qui sont vraiment efficaces, qui ont été mis en place en 1921-1928, donc ça fait longtemps. C'est la reproduction de l'insuline de manière synthétique et la pénicilline, c'est-à-dire des traitements qui sont spécifiques et sélectifs. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois qu'on prend un traitement, il y a une longue liste d'effets secondaires négatifs. Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup d'interactions pharmacocinétiques, pharmacodynamiques, qui fait que c'est quand même compliqué quand on prend un médicament de pouvoir prédire exactement le résultat, etc. Donc une fois qu'on est à l'aise avec le fait que même en chirurgie, il y a entre 5 et 10%, je crois, d'interventions où il y a un très haut niveau de justification en termes de preuves, on dit bah ok, en ostéopathie, il y a des choses qu'on peut soutenir avec une bonne fiabilité en termes de connaissances. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas d'éléments. Donc pour l'instant, on peut se dire on peut l'enseigner, mais on n'a pas forcément beaucoup d'éléments qui permettent de le justifier. Et il y a des choses pour lesquelles on a des éléments qui nous montrent que ça peut être un peu douteux ou contre-intuitif, ou des éléments qui montrent qu'il faudrait peut-être nuancer son jugement ou parler au conditionnel ou l'employer avec plus de précaution. Et ça, peut-être que ça implique de modifier les pratiques et ou les enseignements, le cas échéant. Et il y a aussi des choses qui ont fait l'objet d'un certain nombre d'investigations et qui montrent que ça ne fonctionne pas ou que ça n'est pas du tout conforme à un énoncé originel. Et donc ça nécessite un travail intellectuel encore parfois un peu plus douloureux, surtout si pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, on a affirmé ça de manière un peu fière et pourquoi pas autoritaire, et qu'aujourd'hui, on se dit maintenant peut-être que réviser son jugement et faire marche arrière, c'est peut-être un peu humainement coûteux et c'est humainement tout à fait compréhensible. Ça a été pareil dans beaucoup d'autres disciplines et les ostéopathes ne sont pas les seuls à être passés par là. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Est-ce que vous voulez que je fasse un petit trailer par chapitre, peut-être? Et puis ensuite, on pourra imaginer peut-être des échanges où vous pourriez peut-être dire « j'aimerais qu'on parle peut-être un peu plus de ceci ou un peu plus de cela ». Comme ça permettrait de favoriser peut-être les échanges. Je vois beaucoup de oui de la tête. Discuter des chapitres après. Donc je fais une petite présentation générale et puis après vous choisissez. Ça marche? Alors, je vous fais un peu la liste. Il y a 7 chapitres, il y a 7 autoristes, ça tombe très bien. Le premier, c'est le mien, évidemment. J'ai choisi de traiter le mythe de la pureté. Le mythe de la pureté, il vient d'une citation qu'on attribue souvent à Andrew Taylor Still, qui est « Keep it pure, boys, keep it pure », qui veut dire « gardez-la pure », et on ne parle pas de la cocaïne, ça c'est une blague pour Marco Gabuti. Il avait même dit « Keep it pure, but plausible », j'avais trouvé ça un peu rigolo. Et il y a quand même cette idée qu'il y avait un risque dans la fin de la vie d'Andrew Taylor Still que, effectivement, l'ostéopathie ne puisse pas bénéficier d'une reconnaissance suffisante pour assurer sa pérennité dans le temps. Et Andrew Taylor Still était un peu inquiet, à juste titre, que cette discipline soit, par exemple, cooptée par d'autres, comme la chiropraxie, qui est née en 1895, peu de temps après l'ouverture de l'American School of Osteopathy, par la médecine conventionnelle qui faisait de plus en plus de procès à des ostéopathes, puisque suite à la création de cette école, les ostéopathes diplômés sont partis, se sont installés un peu partout, tel un incendie sur la prairie, comme dirait Zachary Como, qui a écrit un livre en disant que l'ostéopathie est vraiment partie très très vite. Et donc il y avait beaucoup de contentieux, il y avait donc des risques que l'ostéopathie disparaisse, et donc probablement on pourrait attribuer cette citation à Still. Donc il y a cette idée chez certains ostéopathes qu'il faut garder une ostéopathie pure, c'est-à-dire telle qu'elle était à ses origines. Ce qui a du sens, ce qui peut avoir beaucoup de sens d'un point de vue identitaire, bien sûr. Par contre, un écueil philosophique assez rapide, c'est de se dire, mais est-on vraiment en mesure de donner les propriétés d'une ostéopathie qui serait pure depuis ses origines? Sachant que si on lit les 4
ouvrages d'Andrew Taylor Still, allez, 5 si on compte le fait qu'il a réécrit son autobiographie au début du XXe siècle, et qu'on regarde les témoignages de ses contemporains de la même génération, des Little John, des Guy Dudley Hewlett, des Louisa Burns, etc., on voit qu'il y a déjà une variabilité qui est assez importante, même au sein des livres d'Andrew Taylor Still, il y a déjà des éléments contradictoires. Donc je ne sais pas, mais je pense que bien heureuse est la personne qui peut me dire Andrew Taylor Still pensait comme ci, faisait comme ça, sachant que son niveau d'instruction n'était quand même pas extrêmement élevé, même si pour l'époque c'était correct, et que certes il avait effectivement appris la médecine, mais nous avons un historien de la médecine qui a écrit un livre sur les ostéopathes qui s'appelle Norman Gevitz, qui a appelé son ouvrage de DOs, et qui explique à l'époque aux États-Unis d'Amérique, pour être médecin, il fallait faire 2 fois la même année de médecine, c'était à peu près 4 mois. Et il y a même un pourcentage non négligeable de gens qui s'inscrivaient, qui ne savaient ni lire ni écrire, et que les moyens de prise en charge, c'était l'utilisation des sangsues, les dérivés de l'opium, qui posaient des gros problèmes de pharmacodépendance, ainsi que le protochlorure de mercure, qui servait pour les saignées, qu'on faisait avec du calomel, qui ensuite faisait noircir les téguments, et on perdait parfois ses dents, ses cheveux, ce qui arrivait d'ailleurs à Andrew Taylor Still, c'est pour ça qu'il détestait le calomel. Et donc c'était ça les seuls moyens thérapeutiques. Claude Bernard avait d'ailleurs écrit qu'à la fin du XIXe siècle, aucun médecin, même bien formé en Europe, n'était en mesure de vraiment faire un diagnostic clinique précis, déjà en faisant de longues études médicales, donc on imagine aux États-Unis encore moins. Donc Andrew Taylor Still n'était pas un intellectuel. Je pense que ça n'est pas lui faire offense que de le mentionner de cette façon. Il a fait ce qu'il a pu. À l'époque, à la frontière, il fallait se débrouiller, il valait mieux avoir un fusil qu'ils appelaient des flintlock, parce que si vous faisiez attaquer par une panthère, il n'y avait personne parfois des centaines de kilomètres autour de vous. Donc c'était suite à la guerre de sécession, donc il y avait vraiment 65% des traitements, c'était du whisky et du brandy pendant la guerre de sécession, donc de l'alcool ou de l'alcool. Voilà. Ça a été documenté notamment dans le livre de Jean-Marie Guelette, que je vous invite à lire en 2014, qui s'appelle « L'ostéopathie, l'autre médecine ». Jean-Marie Guelette est médecin et aussi habilité à diriger des recherches en histoire, et donc il a écrit un livre sur l'ostéopathie, et donc sur l'histoire de l'ostéopathie et les pratiques médicales pendant la guerre de sécession. Très instructif pour comprendre d'où a émergé l'ostéopathie. Et donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est vraiment en mesure de décrire l'ostéopathie pure telle qu'elle a existé alors? Eh bien, si on utilise des théories philosophiques, c'est pas sûr. Quelque chose d'authentiquement pur, ça n'existe globalement pas. Et si on considère que quelque chose est pur et qu'on essaie de le reproduire, ce ne sera pas exactement la même chose. Donc on contracte finalement une espèce de dette face à la pureté qu'on est en train de trahir, en quelque sorte. Il y a même des philosophes qui disent quelque chose de pur, c'est impossible parce que dans le meilleur des cas, ça ressemble. Du coup, c'est une identité relative, donc ça ne sera pas exactement la même chose. Donc il faut descendre d'un cran, c'est pas grave, on peut essayer de faire quelque chose qui ressemble, mais ce ne sera jamais authentiquement pur absolument. Parce qu'on contracte quelque chose avec de l'impureté en permanence. Voilà. Donc c'est difficile. Et il faut bien voir que cette revendication de la conserver pure, c'était surtout pour se préserver par rapport à d'autres exercices qui voulaient peut-être bénéficier du statut assez agréable des ostéopathes, qui avaient une bonne presse et qui étaient plutôt appréciés du grand public. Voilà, tout simplement. Donc c'est un petit peu ce que j'ai souhaité traiter dans ce chapitre. Deuxième chapitre, c'est mon collègue le docteur Jerry Draper-Roddy qui l'a écrit. Est-il bien nécessaire de le présenter ? C'est peut-être la personne qui aujourd'hui a le plus écrit dans le monde sur l'ostéopathie, qui a écrit sur le mythe de la prise en charge holistique. Jerry Draper-Roddy, donc c'est un ostéopathe, il vit en Angleterre, il est aujourd'hui président de NCOR. NCOR, c'est la partie recherche de l'ordre des ostéopathes anglais, qui s'appelle le DIOSC. Il a fait une thèse d'ostéopathie, parce qu'en Angleterre, il y a des programmes pour faire des doctorats en 2016, sur l'approche biopsychosociale de la lombalgie. Donc c'est quelqu'un qui connaît très bien le sujet du holos, de la globalité. Vous savez, il y a toujours cette petite musique de les ostéopathes sont globaux, et à certains égards, il y a de bons arguments pour le défendre, mais à condition de choisir les bons arguments et de ne pas se tromper dans la discussion. Donc Jerry Draper-Roddy a essayé de mettre en évidence que quand on prend des mesures sur le terrain, qu'on va faire des investigations chez des ostéopathes, des médecins, parfois des rhumatologues, des masseurs kinésithérapeutes, si on a une approche centrée sur le corps plus que sur la personne, en fait, on est moins globaux que des gens dont on dit qu'ils sont moins globaux. Donc c'est un paradoxe insoluble finalement. Ce serait comme de dire, je ne sais pas, des masseurs kinésithérapeutes ne feraient que des traitements symptomatiques, ce qui peut-être à certains égards est vrai. Hein. Si je vous envoie des petits pics, vous avez le droit de réagir de temps en temps. Parce que j'imagine qu'il doit y avoir des masseurs kinésithérapeutes quand même parmi vous. Et les ostéopathes sont globaux, pourquoi pas. Mais effectivement,
la globalité vient surtout de l'approche biopsychosociale et que, effectivement, c'est ça qui permet vraiment d'aller au-delà de la réduction au corps dans la prise en charge, bien sûr. Donc pour Jerry Draper-Oddy, ça vient surtout de la focalisation de la prise en charge sur le corps plus que sur la personne, de la volonté, je le cite, de ne pas vouloir perdre le pouvoir sur la consultation, parce que si on minimise peut-être l'impact de la thérapie manuelle du praticien, bien que ce soit quelque chose de quand même important, il y a peut-être des professionnels qui se sentiraient dépossédés d'une aptitude manuelle qu'ils ont peut-être valorisée, et c'est une très bonne chose de valoriser, mais peut-être de manière un peu excessive par rapport à la réalité du moment où on fait des mesures. Et donc pour Jerry Draper-Oddy, l'idée c'est que peut-être, à certains égards, ça peut s'expliquer par le fait d'avoir finalement une crainte ou une appréhension de perdre le pouvoir sur la consultation. Le troisième chapitre, qui est un sujet parfois un peu plus sensible, ça j'ai pu le mesurer en fonction des différentes communications que j'ai pu faire, ça a été écrit par Marco Gabbutti sur le mythe de la mobilité des os du crâne. Alors je vais être précautionneux, je ne sais pas où vous en êtes ici par rapport à ça. Marco Gabbutti a écrit un article en 2013 dans l'IJOM, dans l'International Journal of Osteopathic Medicine, pour expliquer que la tête fait partie du corps, bien sûr, mais la tête n'est pas extrêmement différente du reste du corps. Et que des arguments qui étaient défendus initialement d'un point de vue mécaniste par William Garner Sutherland, enfin je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire de William Garner Sutherland, mais elle est quand même assez particulière. Cranion Ball, quand il l'a écrit en 1939, il a été obligé de l'auto-éditer parce que personne n'en voulait, alors qu'il était quand même journaliste, donc il avait des aptitudes à l'écriture, hein, il a été entraîné pour ça. Et donc il le décrit, c'est écrit, il n'a pas écrit son autobiographie, mais sa femme a écrit sa biographie, Ada Sutherland. C'est un livre qui a d'ailleurs été traduit en français, donc il est en accès libre si vous le souhaitez. Et donc Ada Sutherland explique qu'effectivement personne ne voulait de cet ouvrage, qu'ils ont été l'imprimer eux-mêmes, donc ils ont fait une auto-édition en 500 exemplaires et qu'ils ont eu beau l'envoyer pendant des années aux associations d'ostéopathie américaines, personne n'en voulait, et c'était une lecture très mécaniste des os du crâne. Et quand vous mettez la main dans Cranion Ball et que vous l'ouvrez, ce qui a été mon cas, vous remarquez qu'en fait il n'y a pas de théorie. Il n'y a pas de théorie. En théorie, on fait un certain nombre d'énoncés, on fait des hypothèses, on fait des démonstrations, et si ça résiste bien à des démonstrations, alors ça donne un caractère prédictible. William Garner Sutherland, ce n'est pas le cas. Il se promène dans les collèges, il voit ce crâne articulé, et il dit « Ah, beveled like the gills of a fish ». Fin de la démonstration. Et donc, évidemment, il a besoin que toutes les sutures soient disponibles. Or, maintenant, la recherche fondamentale a montré que les articulations de la base, c'est quand même du chondrocrâne, donc jusqu'à 16 ans, 25 ans, grand max pour la synchondrose phénobasilaire, c'est pas encore totalement ossifié, mais après c'est le cas. Et que surtout, l'impact en millimètres de mercure de la transsudation plasmatique du sang en liquide cérébrospinal est insuffisant pour expliquer des déformations potentielles qui mériteraient peut-être 1 kg par centimètre carré, etc. Donc, une fois qu'on met tous ces éléments bout à bout, c'est vrai que par rapport à une idée, qui d'ailleurs Sutherland l'appelle lui-même son idée folle, c'est comme ça qu'il en parle dans son ouvrage, et c'est comme ça que c'est repris ensuite par Harold Yves Magoon en 1951, et ensuite par Viola Freeman, qui plutôt, en fin de carrière, prennent les textes de Sutherland un peu tardifs, où il ne parle plus du tout de cette mécanique des os du crâne, il parle de fluide qu'un ostéopathe entraîné serait capable de percevoir, parfois même en donnant l'impression de ne rien faire, en posant ses mains, qui aurait quand même des aptitudes à améliorer la santé des personnes. Et je ne sais pas si vous avez déjà ouvert l'ouvrage de Viola Freeman. Dès le début, elle l'indique clairement. Ce n'est pas du tout pseudo-scientifique, c'est ostensiblement spiritualiste. Dès les premières pages, elle dit « j'ai mélangé la religion, la spiritualité et la médecine ». D'ailleurs, dans sa bibliographie, c'est explicitement indiqué, je le donne souvent quand je fais des conférences, parce que c'est rare les ostéopathes qui ont vraiment cherché la littérature des origines du XXe siècle, hein, pour Viola Freeman, puisqu'elle est morte en 2016. Elle cite Marc, Matthieu, Jean, il lui manque Luc, et il y a les 4 apôtres du Nouveau Testament. Elle cite des livres sur I Believe in Miracles, aux éditions, je vous garantis que c'est vrai, Ave Maria Press, vraiment. Et elle a un chapitre sur le pouvoir de l'Esprit Saint. Donc, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. La tromperie sur la marchandise vient potentiellement d'un vernis de scientificité qu'on pourrait mettre sur de tels propos. Mais de fait, si vous faites une pratique spirituelle et que vous le revendiquez en tant que pratique spirituelle, après, ce n'est pas du tout la même dynamique que si vous maquillez ça en quelque chose avec la mauvaise étiquette épistémique par-dessus. Ça, l'épistémologue que je suis est choqué. Par contre, si, pour le dire un peu vite, les philosophes des sciences sont assez OK sur le fait qu'il n'y a pas une seule science, une seule méthode scientifique, il y a des façons différentes de produire des connaissances, il y a juste des théories qui ont plus ou moins ce qu'on appelle des risques épistémiques. Voilà. C'est une publication de 2020 par une philosophe finlandaise qui s'appelle Inkeri Koskinen,
qui est sans doute imbuvable pour des non-spécialistes, mais elle parle de risque épistémique. C'est des choses qui ont un fort risque épistémique, donc c'est assez peu vraisemblable, et des choses qui ont un faible risque épistémique qui sont plus vraisemblables. Ça permet d'avoir une gradation plutôt qu'un critère dichotomique qui dit scientifique ou non scientifique, qui n'est pas conforme à la réalité. Même pour les experts en philosophie des sciences, donc c'est vous dire. Donc en médecine, qui n'est pas vraiment une science, il faut être encore plus précautionneux avec tous ces éléments. Donc, Marco Gabouty reprend un certain nombre d'éléments. Souvent, on explique aussi que c'est un courant vitaliste, donc c'est une philosophie. Pourquoi pas? Les courants vitalistes en philosophie, ils ont existé, bien sûr, surtout au XVIIIe siècle, il y a de la littérature, mais ce n'est pas un vitalisme si métaphysique que ça. Le vitalisme très très métaphysique, il vient du début du XXe siècle. Je n'ai pas retrouvé chez Andrew Taylor Still, chez William Ganner Sutherland, chez Harold Yves Magoon ou chez Viola Freeman des traces des auteurs du vitalisme métaphysique du XXe siècle. Donc si des ostéopathes parlent d'un vitalisme, c'est un vitalisme postulé. On peut le postuler, ce n'est pas interdit de le postuler, mais ce n'est pas un vitalisme un peu savant, c'est un vitalisme par déduction peut-être, ou par affiliation artisanale, voilà, pour le dire poliment. On peut l'imaginer. Il y a des vitalismes qui existent, qui sont discutés par des philosophes vitalistes au XXIe siècle, qui sont des vitalismes tout à fait compatibles avec la science, même si c'est un peu contre-intuitif comme ça à l'oreille, qu'on appelle notamment le vitalisme fonctionnel, qui serait peut-être un système qui permettrait aux ostéopathes de garder une lecture particulière de la vie et de la santé, notamment à travers le trouble fonctionnel, qui est le parent pauvre de la médecine conventionnelle, qui leur permettrait quand même de garder une singularité peut-être, à condition de faire l'effort de regarder. Donc, Marco Gabouty le dit bien, il faut reconnaître que depuis Andrew Taylor Still et la naissance épiphanique de l'ostéopathie, l'absence de référence aux travaux antérieurs a longtemps constitué la règle plutôt que l'exception. En effet, Sutherland a revendiqué pour lui l'idée de cette histoire de du crâne qui bouge. Pourtant, on le retrouve déjà chez Swedenborg. Il y a déjà des articles qui ont discuté de ça, de Robert Fuller, de Fuller et d'autres. Donc je reviens pour l'instant peut-être pas trop là-dessus. Les arguments, on les a donnés. La recherche fondamentale, que ce soit en médecine légale, que ce soit en médecine vétérinaire, donne à peu près tous les mêmes résultats en dehors du monde de l'ostéopathie et dans l'ostéopathie. C'est assez peu vraisemblable. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas toucher la tête. Je renvoie à mes propres propos introductifs. Il ne faudrait pas être caricatural en disant « donc on ne fait plus rien du tout ». Ce n'est pas du tout le discours des personnes qui ont quand même étudié la littérature. Ils disent « il est possible de reconsidérer certains éléments du discours pour rendre le plus conforme possible à ce qu'on sait ». C'est très différent. Et la marche est considérable entre les deux, bien sûr. Voilà pour le 3e chapitre. 4e chapitre, le mythe des principes fondateurs. Alors ça a été écrit par Charlotte Gounel. Donc, ils sont tous ostéopathes. Charlotte Gounel, avant d'être ostéopathe, elle a passé un doctorat de psychologie. Et on s'est connus parce que Charlotte Gounel a fait le diplôme universitaire de philosophie de l'ostéopathie à Lyon, où j'y ai enseigné. Et elle a fait son mémoire sur les principes ostéopathiques. Donc ça tombait bien. Je lui ai proposé, plutôt que de faire un article dans une revue à comité de lecture, de faire un chapitre d'ouvrage. Elle a accepté. Donc c'est fantastique. Alors je ne sais pas où vous en êtes non plus par rapport aux principes. Quand j'étais étudiant, alors j'ai pas eu la chance que vous avez d'être en formation professionnelle, moi j'ai dû faire la formation initiale, donc c'est pas tout à fait la même chose, on sort du bac, on est très naïf, on absorbe absolument tout ce qu'on nous dit. On nous a dit que les principes de l'ostéopathie étaient au nombre parfois de 3, de 4, de 5, ça dépendait des profs. Et puis on l'a accepté puisqu'on nous l'a dit, on n'avait pas de raison d'en douter, jusqu'au jour où effectivement certains ostéopathes ont commencé à se dire mais qu'en est-il vraiment des principes? Donc en étudiant la littérature, c'est assez simple. Il y a eu 3 conférences de consensus, parce que chez Andrew Taylor Still, vous ne trouvez pas les principes de l'ostéopathie sont 2 points, ouvrez les guillemets, avec des tirets. Pas du tout. Il y a des idées récurrentes qui reviennent, j'en avais fait une analyse dans mon premier ouvrage, il y a 7 grandes idées qui reviennent de manière assez fréquente, mais il n'y a pas les principes sont 2 points, ouvrez les guillemets. On ne trouve pas ça. Par contre, il y a eu 3 conférences de consensus. Une en 1922, une en 1953 et une en 2002, où les principes ont à chaque fois été revisités à la lumière des connaissances qu'on avait à ce moment-là. Et il y a eu un numéro spécial de l'IJOM en 2012 qui a été dirigé par Gary Fryer, qui a demandé, il a fait ce qu'on appelle un Call of Abstract, il a demandé un peu à toutes les superstars du moment d'écrire précisément sur les principes de l'ostéopathie, donc dans le monde c'est ce qui s'est passé. Et la question était, oui, les principes aujourd'hui, est-ce que ça définit la profession? Oui, c'est des questions qui sont un peu enivrantes, à la fois scientifiques mais aussi un peu politiques. Et leur réponse était globalement, ça peut être un élément constitutif de son identité, mais ça ne doit pas être absolument réductible au principe, l'identité de l'ostéopathie. Très bien.
Le temps a passé, il y a eu un deuxième Call of Abstract en 2021 qui a été demandé par Steven Vogel, celui auquel j'ai contribué en 2024, ainsi que Oliver Thompson et quelques autres, sur l'identité de l'ostéopathie pour savoir aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut dire de l'identité de la profession, puisque c'est plus uniquement histoire de principe, puisque ça a été traité. Donc Charlotte Gounel parle un petit peu de toutes ces choses-là dans son chapitre, un peu plus longuement sur la notion philosophique de principe en sciences, c'est ce qui arrive un peu en premier et qui va venir peut-être parfois de manière axiomatique pouvoir créer une espèce de consensus parmi les professionnels en disant on s'entend sur un minimum de choses qui nous permettent de dire qu'on est dans la même profession. Voilà. Chapitre 5. Courage, on est presque au bout. Chapitre 5, c'est le mythe de la vertèbre déplacée. Donc, il a été rédigé par mon collègue à Toulouse qui s'appelle Loïc Treffel. Donc, il est aussi ostéopathe. Donc lui, il est un peu particulier aussi parce qu'il a fait des études de STAPS, voilà, qui lui a permis d'engager ensuite un doctorat en partenariat avec la NASA et le CNES pour étudier le fonctionnement de la colonne vertébrale en microgravité. Donc ça lui donnait une petite expertise sur la biomécanique du rachis. Et donc il a souhaité aborder le sujet de la vertèbre déplacée. Alors on connaît tous ça très bien, c'est une image métaphoriquement qui a beaucoup d'intérêt en termes pédagogiques pour les enseignants. Pour les patients aussi, en termes d'image, ah oui, j'ai une vertèbre déplacée, je vais la faire replacer par mon ostéopathe et donc il y a un effet placebo potentiel. Il y a aussi des effets nocebo, c'est-à-dire que la personne va se rendre dépendante d'une manipulation potentielle. Et donc, jongler avec tous ces éléments, ce n'est pas forcément très simple. Donc l'idée, c'était quand même de reprendre un peu 2-3 éléments. D'où viennent ces fameuses biomécaniques vertébrales, les fameuses lois de Frayette. Je ne sais pas si vous l'avez fait une fois, moi je l'ai fait, j'étais surpris de retrouver les textes originels de Harrison Frayette, qui ne fait pas une démonstration très savante. Il dit « je pense que ça fonctionne comme ça, point ». C'est une démonstration assez faible en réalité. Il suffirait que quelqu'un dise « moi je pense autre chose », et match nul, balle au centre. Voilà. Donc c'est vrai que ça peut poser des difficultés, surtout si l'apprentissage se base sur des lois biomécaniques, par exemple, qui sont potentiellement pas conformes au modèle réel et surtout de manière dynamique. Quand on fait de l'imagerie, il y a eu des articles dessus dans la revue suisse qui s'appelle Main libre en 2016 pour montrer qu'en effet les lois de Frayette ça ne fonctionne pas vraiment, même si on essaye de les mettre en test. Par contre, on peut utiliser les lois de Frayette et avoir de très bons résultats thérapeutiques, mais on ne peut pas attribuer ça aux lois de Frayette. Il faut pouvoir l'expliquer autrement. Et donc, à chaque fois qu'on voit que quelque chose est peut-être invalide, c'est pas grave, ça fait naître une nouvelle opportunité pour se dire, mais alors, d'où viennent ces bons résultats ? Puisqu'ils sont là, les bons résultats, empiriquement. Que les gens semblent satisfaits de la prise en charge d'ostéopathe. Quand on fait des enquêtes nationales, même internationales, les gens sont plutôt contents des soins ostéopathiques. Donc, d'où viennent potentiellement du succès thérapeutique qui peut-être mettre d'autres professionnels en échec ? Pourquoi les gens sont si contents et si enthousiastes ? Ça permet de dire, peut-être il faut l'expliquer, mais de manière différente, tout simplement. Donc, c'est ce qu'a fait un peu Loïc Treffel dans son chapitre, pour essayer de comprendre pourquoi les zygapophysaires et l'intersomatique, la lecture centrée sur une vision très biomédicale n'est peut-être pas aujourd'hui quelque chose de très intéressant, et reconsidérer ça avec un angle biopsychosocial permet d'intégrer les nouvelles connaissances pour dire la thérapie manuelle, bien sûr, ça produit des bons effets, mais surtout quand on l'associe avec d'autres éléments, bien sûr. Voilà, 6e et avant-dernier chapitre, le mythe de la lésion ostéopathique, sujet peut-être le plus sensible parmi tous les sujets. Ce qu'on appelle aujourd'hui en France la dysfonction ostéopathique, qui d'ailleurs existe dans la réglementation depuis 2014. C'est dans la réglementation, c'est dans les annexes de l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie. Donc ça fait partie, c'est du droit. Ça constitue normativement la discipline d'un point de vue juridique. L'ostéopathe doit rechercher dysfonctions, les hiérarchiser lors de son diagnostic fonctionnel pour procéder à sa programmation thérapeutique. Donc, l'idée, c'était de se dire, finalement, quelle est cette histoire ? Comment cette histoire de lésion est née ? Est-ce que Steele en parle ? Oui. Steele fait des références à la lésion, à quelque chose qui serait de l'ordre du blocage, d'une anatomie anormale. L'ennui, c'est qu'il n'a pas forcément dit ce que c'était que l'anatomie normale. Il a postulé le fait que si on dessèque beaucoup des coqs de bruyère et des écureuils, finalement, ou des Indiens dans le Wakarusa, quand il a rejoint son père, on a une bonne idée assez fiable d'une anatomie normale. On peut imaginer une anatomie physiologiquement compatible avec une vie en bonne santé, admettons, mais il n'en a pas donné des propriétés parce que, voilà, Andrew Thurston n'était pas un grand théoricien. Il a beau avoir appelé un de ses livres Philosophie de l'ostéopathie, c'est tout sauf de la philosophie, en fait, en réalité. Donc, bon, néanmoins, il y a quand même des gens qui ont fait des tests dessus. On l'a mentionné tout à l'heure, il y a le TART, il y a plein de choses maintenant qui existent. Il y a les expériences de Denslow et de Irving Corr qui ont donné des résultats intéressants au cours de surtout la deuxième moitié du XXe siècle, donc c'était assez convaincant. Hélas,
hélas. En 2010, un certain Gary Fryer a repris les expériences de Core et de Denslow et compagnie, et en minimisant un petit peu l'impact des bruits, des appareils qui enregistrent l'électromyographie, etc., et en calibrant mieux les stimuli, il s'est rendu compte, pour le dire en termes scientifiques, qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative. Voilà. Donc hélas, les éléments scientifiques qui venaient valider cette histoire d'hyperexcitation supra- ou inframédulaire, c'est peut-être pas tout à fait conforme à ce qu'on pensait. Donc à chaque fois, on se dit mince, mais en fait peut-être que c'est pas grave, ça permet de reconsidérer son point de vue et d'expliquer les choses différemment. Donc Laurent Fabre a un style qui est le sien, d'exprimer les choses. Il a également parlé de la faible fiabilité au niveau de la palpation. Je parle de la palpation, pas de la perception, hein, c'est de perception, on va dire, monde de la phénoménologie, expérience intersubjective, etc. Palpation, c'est ce qui se mesure avec un dynamomètre. On fait des pressions, on peut calibrer les choses. Et effectivement, la palpation, la plupart du temps, n'est pas quelque chose de très fiable de manière interopérateur et surtout intraopérateur. Donc 2 personnes font pareil, une personne fait 2 fois la même chose. Mais des publications qui datent de 2023, 2024, dans l'IGEM, dans des revues de chiropraxie, des revues de physiothérapie, montrent qu'à certains égards, si on s'entend bien sur les critères de jugement, il y a une reproductibilité avec, vous savez, le coefficient kappa qui permet de mesurer la reproductibilité, la fiabilité. Il y a quand même certains éléments qui permettent de dire que oui, la palpation, à certains égards, peut être fiable si on se met d'accord. Et même plutôt un bon pourcentage de fiabilité. Ça, c'est la publication dans l'IGEM de ma collègue Ana Paola Ferreira du Brésil qui a dirigé cet article collectif et ça a été publié, je crois, en 2023 ou 2024 dans l'IGEM. Donc, je vous invite à le consulter parce que c'est quand même assez intéressant de voir que, encore une fois, on ne peut pas être caricatural en disant « il faut arrêter la palpation, ça ne sert à rien ». Non, c'est juste plus compliqué que ce qu'on pensait. Voilà. Donc, il faut faire des efforts. Voilà. Ce n'est pas toujours simple. Donc, c'est un petit peu ce qu'a fait Laurent Fabre en concluant en quelque sorte qu'il avait une petite phrase comme ça. Réaliser que la palpation subtile relève peut-être d'un idéal chimérique constitue une déstabilisation dont on peut supposer qu'elle ne sera pas immédiatement consonante. Je pense que c'est une façon assez sympathique de dire que, bah oui, effectivement, si pendant des années vous expliquez en tant que formateur ou en tant qu'ostéopathe que vous allez équilibrer le système azygos ou la glande surrénale, et qu'on voit que c'est déjà compliqué d'avoir des repères osseux fiables entre 2 personnes qui font des repères osseux, ça peut être déstabilisant. Donc il va falloir trouver d'autres outils pour pouvoir expliquer ce qu'on fait avec les mains et pourquoi ce qu'on fait avec les mains, ça a quand même du sens de le garder à certains égards et au contraire, même de montrer qu'il y a un bon niveau de preuve pour justifier le fait de continuer à faire de la thérapie manuelle. Et le dernier chapitre, il a été écrit par mon collègue Victor Lopez. Victor Lopez, avec qui j'ai entamé un projet il y a 2 ans pour faire l'histoire de l'ostéopathie française. Donc avec nous, il y a aussi la docteure Lola Gonzalez, qui est également docteur en histoire et ostéopathe, où nous avons investigué les archives des associations socio-professionnelles représentatives et non représentatives. Nous avons fait des entretiens avec des personnes non jeunes, parce que c'est les témoignages les plus directs qu'on a aussi avec l'histoire. Certains sont sont maintenant décédés, donc le temps passe. Donc il faut être vigilant. Et quand on fait l'histoire, on essaye d'aller le plus proche possible de la source. Parce que cette histoire de l'ostéopathie française n'a pas été aujourd'hui bien réalisée. Et donc, nous pensons que ça a un intérêt scientifique de l'entreprendre. Donc, Victor Lopez a travaillé sur le mythe de la consultation traditionnelle. Il y a parfois un certain nombre de discours, en effet, qui consistent à se demander pourquoi aujourd'hui une consultation doit faire 45 minutes. Est-ce qu'elle a toujours fait 45 minutes ou 1 heure ou pas? Que faisaient les ostéopathes d'ailleurs à l'époque? Eh bien, à l'époque, c'est assez intéressant de voir qu'il n'y avait pas une consultation, attendez 2-3 semaines ou 1 mois et revenez me voir, et ça dure 45 minutes. Pas du tout. C'était plutôt des systèmes de cure où les gens venaient prendre le train, ils allaient à Kirksville, dans la nouvelle école qui a émergé en 1894. Il y avait même des logements qui étaient prévus pour que justement les patients puissent avoir plusieurs soins, parfois dans la même semaine. Et c'était des soins très courts qui duraient parfois seulement quelques minutes. Il y avait même des éléments empiriques qui permettent de quantifier le nombre de consultes que faisaient les ostéopathes. Accrochez-vous bien, Harry Steele, de la famille Steele, faisait 95 patients en 8 heures. Charles E. Steele, le fils de Steele, faisait 72 patients en 10 heures. Arthur Hildreth, le gendre de Steele, celui qui a permis la reconnaissance juridique de l'ostéopathie, non pas dans le Missouri d'abord, parce que le gouverneur Stone a mis son veto en 1895, mais dans le Vermont, dans le Dakota du Nord, puis dans le Missouri enfin. Donc Arthur Hildreth faisait 68 patients en 10 heures. Et Herman Steele, 13 patients en 2 heures. Voilà, ce petit bras, Herman Steele. Tout ça pour dire que, simplement,
sans ajouter de composantes moralisatrices. L'argument qui consiste à dire on fait comme ça parce qu'on a toujours fait comme ça, on voit bien qu'il ne tient pas forcément. Peut-être parce qu'aujourd'hui, aussi dans la réglementation française, un ostéopathe, il doit faire un diagnostic ostéopathique. C'est comme ça que c'est écrit. C'est-à-dire un diagnostic d'opportunité, un diagnostic fonctionnel. Ça veut dire faire une anamnèse, un examen clinique avec un entretien motivationnel. Et ça ne peut pas se faire en 4 minutes. Faire de la thérapie manuelle, donner des conseils, même si le patient reste habillé, c'est difficile qu'après, dans une prise en charge, il y ait un patient qui revienne pour qu'il y ait un petit focus sur quelque chose. Ce n'est pas pareil que de recevoir un patient pour la première fois. Je pense que ça, c'est assez clair pour tout le monde. Donc, effectivement, il y a aussi un autre argument, qui est un argument historique sympa, c'est qu'à l'époque de la législation de l'ostéopathie et de sa reconnaissance, on va dire, juridique en général, il fallait bien que les masseurs kinésithérapeutes et les médecins qui étaient ostéopathes puissent se distinguer des consultations qu'ils faisaient, par exemple, en kinésithérapie, pour demander des honoraires aussi. Donc, ils ont rallongé, parfois de manière un peu artificielle, disent-ils, le temps des consultations pour justifier parfois aussi la rémunération, qui était plus importante que celle qu'ils avaient en kiné. Donc ça ne tient pas forcément à des arguments scientifiques, mais finalement c'était un choix heureux parce que même si c'était des arguments parfois économiques, on voit qu'aujourd'hui c'est pas idiot parce que ça permet d'inclure un certain nombre d'éléments qui à l'époque n'étaient pas forcément des éléments considérés comme pertinents d'un point de vue médical. Donc c'est intéressant toujours... Pour les scientifiques, c'est toujours intéressant de comprendre, mais je trouve que c'est aussi assez éclairant sur parfois des enjeux contemporains. Voilà en quelque sorte ce que je pouvais vous dire sur les grandes lignes de ces chapitres. Bien sûr, c'est plus des bandes d'annonces ou des trailers, mais ça permet quand même de donner un petit goût pour savoir comment vous souhaitez maintenant qu'on puisse orienter nos échanges. Je ne sais pas si on continue comme ça. Ouais. Est-ce que certaines ou certains d'entre vous ont des questions, des choses qu'ils ont peut-être trouvées un peu dérangeantes ou au contraire des choses qui confirment bien des éléments que vous aviez déjà en tête ou des curiosités saines? En général, il y a une personne qui parle, puis après on ne peut plus s'arrêter. Moi, j'ai une petite question sur la méthode. Oh là, merci. Vu que c'est enregistré, voilà. Sur la méthodologie de vos recherches, parce que c'est quand même de la littérature qui est ancienne, une partie, puis après plus récente. Et du coup, comment vous êtes allé chercher ces archives, parce qu'elles ne sont pas facilement accessibles. Voilà. Je sais qu'après, il y a de la presse universitaire, mais il faut se rendre sur place des fois. Donc, est-ce que vous sillonnez la France ou comment ça se passe? Pour le projet d'histoire? Oui. Alors, pour le projet d'histoire, j'ai la chance maintenant d'avoir manifestement une petite notoriété qui fait que ça ouvre des portes quand même. Il suffit d'aller voir les associations, on dit voilà, on travaille, on essaye de manière sérieuse, on produit des articles. Et ça, si on veut investiguer par exemple des archives des associations socio-professionnelles, elles ne sont pas forcément très enclines à ouvrir ces archives parce qu'il y a des comptes rendus de réunions parfois houleuses avec le ministère, il y a des achoppements parfois entre professionnels, donc ça peut éveiller des susceptibilités, pour le dire poliment. Par contre, si vous êtes dans une démarche scientifique, vous n'êtes pas là pour dire il y avait des gentils et des méchants. On n'est pas dans une lecture manichéenne. On vient essayer de retranscrire le plus fidèlement possible l'histoire. Donc là, c'est un peu différent. Et donc là, on vous ouvre aussi plus facilement les portes. Certains de mes collègues n'ont pas toujours eu cette même facilité. Donc parfois, ça a pris du temps. C'est pour ça que ça fait plus de 2 ans qu'on a commencé. Et à mon avis, ce ne sera pas fini avant 2027 ou 2028. Et on se pose des questions, parce qu'on a des milliers de pages d'archives maintenant, de l'accessibilité aux sources, parce que nous, on a ces archives, on en a des copies. Mais quand on est scientifique, il faut qu'on puisse accéder au matériel. Si moi, je cite un article, en dehors du fait que certains de mes articles sont payants, donc vous êtes obligé de payer, ça c'est un vrai sujet de société sur l'accès aux connaissances, il faut trouver une structure qui va permettre d'accueillir la totalité des archives qu'on a pu centraliser pour que chaque personne puisse fact-checker tout ce qu'on raconte. Sinon, c'est plus de la science. Donc, il y a aussi des questions institutionnelles sur qu'est-ce qu'on choisit. Est-ce qu'on va aux archives nationales, toc toc, bonjour, on a 12 000 pages, vous pouvez les stocker, oui, non. Comment on fait pour les classer? Est-ce qu'on sollicite des ostéopathes? On est en train de réfléchir à des méthodes avec des canevas pour sous-traiter certaines parties avec des ostéopathes formés, un peu à la méthodologie de la recherche, qui vont nous aider à faire des pré-classements pour ensuite faire émerger peut-être des thématiques générales par recoupement. Donc ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'est pour ça que, n'étant pas historien moi-même, j'ai beau faire de l'épistémologie historique, à aucun moment je suis historien, jamais. Hein. Par contre, je m'entoure d'historiens. Victor Lopez a son master 2 d'histoire, il avait commencé une thèse d'histoire. Lola Gonzalez est docteur en histoire. Et on trouve aussi des relais universitaires quand c'est nécessaire pour avoir
des conseils, et donc ces conseils, ça se monnaie, donc il faut du financement, etc., etc. Donc tout ça, c'est des choses qui se budgètent et qui se réfléchissent et qui demandent en effet de sillonner parfois la France et ou le monde. En effet. Merci. J'aurais une question aussi. Je me permets de te tutoyer. Tu as fait beaucoup de recherches, tu es allé chercher plein d'infos, de choses comme ça. Maintenant, toi, au fond de toi, comment est-ce que tu vois l'avenir de l'ostéopathie? Qu'est-ce qui va pouvoir la faire progresser? Qu'est-ce qui va lui permettre de gagner en crédibilité? Au fond de toi, tu le ressens comment, ça? La fameuse question de la boule de cristal. À vrai dire, je l'ai à chaque fois. Oui, vraiment. Je vais, hélas, être décevant. Je n'en sais rien. Je ne suis pas du tout prophète. Ce que je peux observer, c'est en France ou dans le monde. Dans le monde, j'en sais rien, parce que chaque système national a son propre système. En France, il y a des enjeux contemporains. Mais ça, il y a des études scientifiques. On a 2 articles qui vont sortir dans la revue Main Libre sur l'évolution, par exemple, de la place des données probantes dans la formation. Un autre sur le virage épistémique de la formation. Il y a un article qui est en préprint dans l'iJOM sur la formation aussi. Donc on voit que c'est un sujet contemporain, la formation. Jérôme Nourry a fait aussi partie du reportage de M. Clavicule sur la formation. Donc maintenant, les directions des écoles, tout le monde est un peu sensible au fait qu'il y a une mutation qui est engagée. Ensuite, comment le virage sera pris? Moi, je ne fais pas de politique, donc je n'en sais rien. Je sais qu'il y a des choses qui sont en cours, il y a des discussions avec les partenaires institutionnels qui sont engagés. Maintenant, le reste, c'est de la politique et des choix de société. Voilà, donc ça appartient aux associations socio-professionnelles et aux professionnels qui les soutiennent ou qui se manifestent. Si on regarde quand même des pays plutôt voisins, la Suisse sont universitarisés. En Belgique, il y a l'Université libre de Bruxelles où, pour y avoir donné des conférences, ils ont un laboratoire de recherche en sciences de la motricité. Vous sortez, c'est dans la fac de médecine. Il y a l'hôpital à côté, vous voyez, c'est à 2 pas des urgences. Enfin, c'est absolument normalisé. Il y a eu un congrès, avant moi il y avait un endocrinologue, après moi il y avait un autre médecin, on était tous à table le soir et à la fin, ah mais t'es ostéopathe, c'était plutôt laudatif, c'était ah mais c'est super, en plus t'es ostéo. Voilà, c'était complètement normalisé. Il n'y avait pas du tout de, comment dire, parce que peut-être une génération qui est la tienne, on ressentit en tant qu'ostracisme, moi en tout cas en tant que chercheur, je n'ai jamais ressenti ça. Les seules fois où j'ai pu ressentir ça, c'est quand on m'a rapporté des propos, éventuellement, mais en tant que chercheur, jamais. Donc on voit aussi que plus on hausse le niveau d'exigence, mieux c'est. Je vais peut-être donner un exemple, puis après je me tais. Cette année, nous avons été sollicités par des ostéopathes sur la question du carnet de santé. Certains disaient « Ah oui, il faut écrire dedans », d'autres « Non, surtout, il ne faut pas ». Bon, tout le monde était un peu perdu, donc avec mes collègues Jenny Marangeli et Paola Tavernier, nous avons écrit un article dans la revue générale de droit médical sur l'usage du carnet de santé en ostéopathie pour clarifier la situation. C'est une revue qui a vraiment pignon sur rue. Elle a été mise en avant de tête de gondole de toutes les facs de bibliothèques universitaires de France. Gianni Marangeli a engagé des discussions avec la Société française de pédiatrie et le président de la Société française de pédiatrie nous a demandé d'écrire un article sur la coopération interprofessionnelle entre ostéopathes et pédiatres. C'est exactement le titre de notre article qui est donc sorti et qui a été publié en septembre 2024. Et on ne nous a pas dit « Ah, vous êtes ostéopathe, ça va poser un problème ». On nous a dit « Non, vous êtes des chercheurs normaux, vous faites un travail de recherche normal ». Il n'y a aucune animosité ni de près ni de loin. Et d'ailleurs, maintenant, depuis que je fais des conférences, tout le monde me parle de ça. Les médecins, ah, c'est super, ça a permis de clarifier des choses. Donc maintenant, ça fait partie des données probantes aussi des pédiatres, de dire il y a des raisons pour lesquelles on peut travailler avec des ostéopathes, notamment autour des troubles fonctionnels, notamment autour des, par exemple, des déformations crâniennes positionnelles, parce qu'on a de la littérature qui montre que quand on fait une intervention manuelle simulée ou une intervention manuelle réelle, on améliore par rapport à un groupe témoin, mais quand on fait une intervention non simulée, on a des résultats statistiquement significatif, meilleur que l'intervention manuelle simulée. Bon, c'est intéressant. Donc plus on hausse le niveau d'exigence, plus on apporte des preuves, des éléments qui semblent tangibles et partageables par la communauté, plus la coopération se fait facilement, j'ai l'impression. Donc pour le reste, je ne sais pas. Merci Pierre-Luc pour tous ces éclairages et ton expertise
Donc là, je vais pas poser des questions à celui qui lit dans les boules de cristal, mais vraiment à l'épistémologue. Donc on va revenir sur le passé. Dans la définition de l'ostéopathie, qui est sortie en 2014, hein, tu évoquais certains textes, donc c'est une définition qui est officielle, on va dire. Les premiers mots qui sont dits, c'est l'ostéopathe dans un abord systémique, etc. Je continue pas la définition. Donc ça veut dire que la notion d'abord systémique est mise très en avant à l'intérieur de la définition de l'ostéopathie. Je voudrais avoir ton avis là-dessus, le tien, peut-être celui des experts avec qui tu as travaillé, enfin je ne sais pas si tu peux les donner, si tu l'as là-dessus. Est-ce que l'approche systémique est une mythologie, est un mythe ou pas? Non, non, je pense qu'il y a même eu des numéros, alors c'est pas une revue extrêmement académique, mais il y a eu des numéros spéciaux qui ont été faits dans Apostille, qui est la revue de l'Académie de l'ostéopathie. Soit dit en passant, aujourd'hui au même moment, il y a pour l'Académie d'ostéopathie une conférence avec le fameux Victor Lopez et le fameux Léo Bernard dont j'ai parlé de son livre qui est historien, qui n'est pas ostéopathe, sur... voilà, ça c'est rigolo. Il y a un numéro spécial de Apostille, qui est la revue de l'Académie d'ostéopathie de France, qui parle de systémique en général, qui a mobilisé des personnes qui ont fait le fameux DU de philosophie de l'ostéopathie à Lyon, qui ont ensuite travaillé sur ce qu'on appelle la philosophie de l'émergence, qui est un courant tout à fait sérieux en philosophie, hein, pas de difficulté, sous la direction du professeur Fabien Revol aussi. Oui, systémique, c'est... Au contraire, c'est quelque chose de valorisé. Ça s'inscrit toujours dans cette logique un peu globale de système qui est dans une logique totalement vitaliste, mais pas forcément au sens caricatural du vitalisme. C'est souvent ce qui est mentionné. Quand on dit vitaliste, on dit « Ah oui, des gens un peu naïfs qui pensent que Dieu existe et que l'âme... » Bon. En fait, il y a plusieurs types de vitalisme dans l'histoire du vitalisme, qui est souvent ignoré des personnes qui en font la critique, sur des réseaux sociaux peut-être. Donc l'idée de quelque chose de global... et on va dire de non réductible. Il y a ce courant quand même anti-réductionniste, qui est un courant matérialiste qui est très présent, qui a du sens, qui a de très bons arguments. Et il y a aussi un vitalisme qui est assez matérialisto-friendly, et ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est des courants qui existent. Donc aujourd'hui, il y aurait probablement un champ dans le domaine de la philosophie de la médecine à investiguer, quelque chose que j'ai moi-même un peu commencé à entreprendre, mais j'espère qu'on sera beaucoup d'autres à l'arrivée, sur l'intérêt que ça pourrait avoir de développer cette notion de systémique, de globalité ou de vitalisme compatible avec le matérialisme, etc., 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 qui pourrait peut-être participer à une identité un peu plus contemporaine de l'ostéopathie, ou pas. Si je dis still point, c'est une bonne blague ou pas? Je vais me lancer. Merci Pierre-Luc pour ton intervention. Ça me tient à cœur de te remercier d'avoir choisi le modèle de traitement mythologique de Mircea Eliade, et qui est un auteur qui m'est cher parce qu'on partage les mêmes origines. Ma question porte sur le fait que, admettons que Andrew Taylor Still serait né après l'apparition de la pénicilline ou de l'insuline. Est-ce qu'à ton avis, on en serait là pour en parler? Est-ce qu'on aurait eu cet échange? C'est difficile à dire. Là, on est en train de faire une expérience de pensée, hein. On n'est plus du tout dans le champ scientifique, mais acceptons de faire une expérience de pensée. Je n'en sais rien, parce que chez Andrew Taylor Still, on trouve des choses assez claires quand même sur le fait qu'il dit, un ostéopathe, ça prouve ce qu'il dit par ce qu'il fait, et réciproquement, qu'il est pour faire de l'expérimentation. Il le dit à plusieurs reprises, hein. Il n'y a pas une ou deux occurrences qui ressortent quand on cherche l'expérience chez Still, il y en a beaucoup. Par contre, voilà, je vais apporter tout de suite une nuance. La théorie des germes avait émergé depuis la fin du XVIIIe, mais c'était encore un peu ténu. C'était un peu ténu. Au XIXe, ça s'est beaucoup plus développé avec Pasteur. Et on pourrait se demander, voilà, moi je me suis demandé, notamment pour une partie de ma thèse, quel était le rapport qu'Andrew Taylor Still entretenait avec la théorie des germes. Il y avait des théories alternatives qui existaient, notamment un qui s'appelle Antoine Béchamp, voilà, qui a critiqué beaucoup les travaux de Pasteur, où il expliquait qu'il y avait ce qu'on appelle un microzyma, qui fait qu'en fait, finalement, tous les parasites seraient un peu endogènes, et donc l'idée, c'était qu'au jour de traiter le terrain et qu'on traite le terrain. Donc en fait, c'est des idées auxquelles Still était tout à fait capable d'adhérer.
de se dire, en fait, peu importe, ce qui compte, c'est traiter le terrain, libérer les fluides, la loi de l'artère est suprême, etc. Donc, c'était des occurrences qu'on trouvait beaucoup chez lui. Là où c'est un tout petit peu plus dérangeant, c'est à la frontière entre le 19e et le 20e, parce qu'on peut se dire, peut-être les ostéopathes n'avaient pas, et Andrew Taylor-Still, pas connaissance de l'évolution de ces connaissances. Dans ce cas-là, c'est dur de leur faire procès en disant, ils n'en ont pas tenu compte, alors que peut-être ils n'étaient pas au courant que ça existait. Dans ce cas-là, c'est intentionnellement pas le même jugement. Sauf que, chez les Littlejohn, il y en a un qui s'appelle James Littlejohn, qui a écrit des choses où il cite explicitement Pasteur, Koch, le bacille de Koch, le fait qu'il y a eu un prix Nobel en 1905. Donc, il était très clair qu'il ne pouvait pas ignorer le développement de cette théorie des germes. Et certains d'entre eux, pas que Andrew Taylor-Still, mais plusieurs, ont choisi de mettre ça de côté parce que ça ne les arrangeait pas. Donc, difficile de savoir si la pénicilline qui a été effectivement développée a posteriori, si Andrew Taylor-Still l'avait connue, on est expérience de pensée totale, j'ai du mal à croire qu'il ne l'aurait pas pris en compte. Mais pour autant, ça n'invalide pas la thérapie manuelle, ça n'invalide pas la prise en charge du corps, ça n'invalide pas tout un tas d'autres choses. Peut-être par contre qu'en effet, il aurait été contraint de moduler son discours et je ne peux pas savoir s'il aurait réussi à le faire, eu égard à ce que je viens de dire par rapport à son comportement vis-à-vis des germes et des théories concurrentes qu'était Antoine Béchamp, qui pourtant a été quand même pas mal contredit par de la littérature savante, et au XIXe siècle, ça écrivait déjà très 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 bien dans les milieux savants. Je ne sais pas si vous êtes fan de littérature, peut-être vous aurez compris que c'est un petit peu mon cas. Il faut lire Pasteur, il faut lire Claude Bernard, c'est extrêmement bien écrit, c'est tout à fait admirable. Il y a un contraste aussi très fort par rapport aux textes qu'écrivaient des ostéopathes qui étaient peut-être un peu moins bien formés en sciences et en philosophie pour l'époque, quoi. Donc je ne sais pas, je peux répondre un peu oui et un peu non à la question. J'ai l'impression que je suis suisse. Merci également pour tout ce que tu nous as dit jusque-là. La question que je me pose, peut-être je te demanderais de reprendre la boule de cristal un petit peu. Est-ce que tu penses qu'on arrivera à garder une identité un petit peu différenciée entre toutes les approches en thérapie manuelle? Est-ce que tu as la sensation que finalement tout pourrait se regrouper sous une appellation? Parce que si aujourd'hui on lit un petit peu toutes ces études, on voit que finalement ce n'est pas la philosophie qui est si importante que ça, mais plutôt la compréhension de ce qui se passe dans le geste, qu'on n'a peut-être pas toujours la spécificité qu'on aimerait avoir sur certaines de nos techniques. Et donc finalement, l'acte en lui-même, il n'est pas si différent entre les différentes spécialités manuelles. Alors, comment tu vois un petit peu l'évolution et est-ce qu'il va toujours y avoir une différenciation dans ces professions? Voilà un peu la question. J'avoue que je n'en sais rien. Je n'en sais rien, vraiment. Moi-même, je n'ai pas d'avis sur la question. Après, je suis moi-même biaisé dans ma réflexion puisque je fais de l'épistémologie historique. Donc, j'ai essayé de repérer quelle est la singularité de cette discipline par rapport aux autres. Historiquement, je peux faire la démonstration qu'elle a essayé de créer des connaissances d'une façon différente des chiropracticiens, différente des physiothérapeutes, même si leur statut a été reconnu légalement en 1946 en France. Je peux donner des propriétés qui font que l'ostéopathie a assurément une histoire singulière qui n'est pas la même histoire que les autres. Donc ensuite, le reste, c'est des choix politiques qui sont bien sûr alimentés par la science, mais est-ce que les professions ont vocation à fusionner ou pas? J'en sais rien. C'est difficile à dire. Les kinés qui ont une cotation d'actes, on en parlait ensemble, qui sont obligés pour certains de faire beaucoup d'actes s'ils veulent s'en sortir. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est compatible avec une prise en charge qui est forcément plus longue en ostéopathie? Est-ce que c'est quelque chose qui est désirable si jamais c'était techniquement possible? Déjà, ce n'est pas du tout à moi de répondre à ces questions. Et en plus, je ne sais pas si c'est forcément souhaitable, désirable par les professionnels qui, eux, normalement, sont les principaux concernés pour prendre ce genre de choses. Pas tant de finir sur la même appellation, pas dans ce sens-là. Peut-être ma question, c'est de se dire, est-ce que la science, aujourd'hui, ne ramène pas, peut-être pas converger, en fait, sur les principes de ce qu'on fait? Ah oui. Est-ce qu'on reste sur deux lignes vraiment parallèles, si tu veux, dans l'approche scientifique, dans nos actes thérapeutiques? Ou est-ce que la science commence à me dire, finalement, c'est pas si loin et on partage des choses en commun? Il y a deux choses. Alors oui, de toute façon, sur par exemple la fiabilité interopérateur ou intraopérateur dans la palpation, ça, il y a des études en chiropraxie qui ont donné des résultats, des études en physiothérapie qui ont donné les mêmes résultats et des études en ostéopathie qui ont donné les mêmes résultats. Donc on pourrait dire, c'est intéressant, tout le monde prend un peu la même méthode, arrive un peu au même résultat, donc il y a des similitudes méthodologiques, des similitudes de résultats, donc des similitudes épistémologiques. Il y a aussi des différences.
Ça peut être un chouï technique, donc vous me coupez à tout moment si ce n'est pas assez clair. Il y a aussi ce qu'on appelle en philosophie des enrichissements ontologiques. C'est-à-dire que parfois, en médecine conventionnelle, on va observer un objet, la santé, et on va l'observer d'une certaine façon. Donc on va créer des connaissances du fait de ce prisme particulier qui va nous permettre d'identifier cet objet et d'en parler de manière assez peu ou prou analogue, avec des petites fluctuations sinusoïdales, mais qui vont quand même dans la même direction. Parfois, dans l'histoire des thérapies manuelles, et notamment de l'ostéopathie, le fait de considérer par exemple la santé, d'où l'intérêt de faire du vitalisme potentiellement à certains égards, de manière différente, permet de donner un regard différent sur ce même objet et de participer justement à façonner cet objet de manière différente. Et sans faire ce petit pas de côté, ça n'aurait pas été possible d'en donner des nouvelles propriétés, à condition que ce soit fait de manière rigoureuse et pas que ce soit juste le dire pour le dire. Et en philosophie, on appelle ça un enrichissement ontologique. Et il y a en tout cas un certain nombre de choses, notamment le travail fait sur la perception, qui était plutôt un sujet qui relevait de la phénoménologie, donc pas forcément des gens qui faisaient de la médecine. La phénoménologie, il y a tout ce courant avec Husserl, Heidegger, Lévinas, Merleau-Ponty, etc. Et aujourd'hui, il y a des articles que j'ai moi-même reviewés pour l'iJOM sur la phénoménologie qui ont été publiés en 2023 par Stephen Vogel et Amanda Benson, où on se dit aujourd'hui, justement, le rapport à l'intersubjectivité, donc deux subjectivités qui se rencontrent et qui créent des nouvelles normes, ça a du sens quand on fait de l'ostéopathie. Et ça, ce n'est pas en médecine conventionnelle que c'est un sujet qui va nous permettre de considérer par exemple le toucher. Le fait de regarder le toucher avec cet angle phénoménologique qui vient de la thérapie manuelle, ça permet de l'enrichir beaucoup plus, surtout si on mesure que par exemple, ça apporte des bons résultats ou que ça permet de comprendre les choses différemment et que c'est un effet thérapeutique sur le patient qui est quand même différent. Ça répond un peu plus ou pas? J'ai fait de mon mieux. Bonsoir. Moi, je voulais vous demander, parce que là, on parlait de l'avenir de l'ostéopathie, savoir dans une boule de cristal ce qui va devenir et tout ça, parce que c'est quand même une pratique qui est assez controversée dans notre pays. Et je voulais vous poser la question de qu'est-ce que vous conseilleriez à des jeunes étudiants en ostéopathie sur qu'est-ce qu'on peut faire pour crédibiliser cette pratique. Quelle démarche nous on peut essayer de mettre en place pour peut-être se rapprocher des universités, se rapprocher de démarches scientifiques et participer un petit peu à tout ça. Donc pas un étudiant standard, un étudiant qui voudrait s'impliquer personnellement. Ouais. Il y a plusieurs façons de s'impliquer. Dans mon monde à moi, plus on est scientifique, plus c'est intéressant. Je serais ravi. Là, il y a potentiellement une ostéopathe qui va engager une thèse de sociologie. Je l'ai encouragé beaucoup à le faire. Je suis allé à sa soutenance de mémoire de master. Il y a bientôt un nouvel ostéopathe, on espère, qui sera docteur en sciences de l'éducation, que vous connaissez peut-être un peu ici. Plus on est nombreux à faire de la science, plus aussi on a du poids et plus on peut s'organiser, trouver des financements. Et donc ça, c'est un processus institutionnel assez classique. Une personne très intéressée qui voudrait faire, par exemple, de la recherche, qui voudrait faire de la politique peut s'engager, déjà en tant qu'étudiant, dans la fédération des étudiants en ostéopathie, qui s'appelle la FEDEO. Ça, c'est une possibilité. Ensuite, il y a toujours la possibilité d'aller dans des associations socioprofessionnelles. Aujourd'hui, il n'y en a que 2 qui sont juridiquement représentatives, mais il y en a aussi le registre d'ostéopathes de France, qui n'est pas représentatif, mais qui existe. Et puis après, si vraiment vous voulez faire de la recherche, ce serait un peu long, mais vous pouvez commencer par des DU, pour voir si ça vous plaît, ou des masters. Et puis, si c'est compliqué, on trouve quand même toujours des solutions. C'est rare quand on arrive sur des points de blocage où l'accès est vraiment définitivement refusé aux ostéopathes, alors que je sais qu'il fut un temps, c'était plus compliqué. C'était plus compliqué. Et moi, je vous encourage à faire ça, parce que la recherche, c'est vraiment un milieu extraordinaire, une fois qu'on est bien engagé dedans, avec des contraintes, bien sûr, mais qui permet en tout cas de développer une forme de créativité, une forme d'intelligence, malgré tout, qui est un petit peu différente de celle d'un praticien dans son cabinet, qui va être très entraîné à la clinique et qui aura des aptitudes qui sont tout à fait intéressantes, mais c'est une autre façon d'envisager d'autres aptitudes et d'autres façons de fonctionner.
Bonsoir. Je voulais te poser la question, une fois que tu as eu ce livre de la mythologie de toutes ces pratiques, est-ce que ça t'a donné envie, ou alors avec les personnes avec qui tu as fait ce livre, est-ce que ça vous a donné envie de trouver d'autres raisons, d'autres points de vue pour expliquer tous ces phénomènes qui ont des résultats, mais qu'on ne peut pas prouver? Alors, ce n'était pas le but, parce que là, dans cet ouvrage, on est très peu à être chercheurs professionnels. Il y en a qui ont des aptitudes à la recherche, qui ont entrepris des démarches qui ont abouti à parfois des publications, mais de chercheurs professionnels, on est quand même pas beaucoup. Donc là-dedans, Victor Lopez est impliqué dans un projet d'histoire, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Charlotte Gounel ne fait pas de recherche. Laurent Fabre participe régulièrement à des projets de recherche. Il a des très belles publications aussi, Laurent Fabre. Marco Gabouty en fait occasionnellement. Jerry Draperodi, c'est son métier. Mais globalement, voilà, chacun dans son domaine aussi. Chacun dans son domaine aussi. On ne peut pas demander à des historiens de faire le travail que ferait par exemple mon collègue Loïc Treffel en recherche fondamentale. C'est des méthodes différentes. Par contre, il y a eu un engouement certain qui fait que, en fait, il y a d'autres mythes en ostéopathie qui n'ont pas été abordés dans celui-là, ce qui fera probablement l'objet d'un tome 2 avec d'autres personnes. Je ne sais pas si je peux déjà les mentionner, mais il y aura des personnes outre-Atlantique, du Québec, des personnes de Belgique et des personnes de Suisse qui vont être impliquées dans le tome 2. Ce ne sera pas les mêmes autoristes et ce sera des mythes très différents. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il y en avait plus que 7. Merci. Je rebondissais juste là-dessus. Comment ça se passe, le rapport à la mythologie et à ces perceptions-là dans les autres pays? Parce que tu parles justement du Canada, des États-Unis. Comment ils se positionnent, eux, par rapport à ces éléments-là? Est-ce que c'est aussi tranché que ce qu'on a, nous, en France? Est-ce qu'il y a plus de consensus? Je n'ai pas d'études précises là-dessus, donc je peux donner que mon ressenti personnel. C'est donc pas quelque chose de très probant, mais ça veut juste être un point de vue. Je ne suis pas allé dans tous les pays du monde. Par contre, en Suisse, c'est quand même beaucoup plus organisé. Ils ont des profs qui élèvent beaucoup leur niveau de compétence. Il y a de temps en temps des petites difficultés, c'est vrai, en termes d'identité professionnelle notamment. Ce qui avait d'ailleurs fait l'objet d'une série d'entretiens qui sont sur YouTube avec Paul Vaucher, avec qui on a eu des discussions. Je crois qu'il y a eu 5 ou 6 vidéos sur la notion d'identité professionnelle. Ça veut dire qu'en Suisse, ce n'est pas aussi fluide qu'on pourrait l'imaginer malgré l'universitarisation, etc. Je sais par exemple qu'au Québec, l'Office des professions du Québec a rendu un avis en 2022, c'est une institution qu'on n'a pas en France, pour universitariser l'ostéopathie en temps initial. Donc il y a un comité de pilotage qui s'est mis en place, ce n'est pas encore le cas, mais ils ont créé ce qu'on appelle des micro-programmes à l'université de l'UQAM. Donc ils ont commencé cette année, j'ai eu la chance d'y donner cours notamment en épistémologie, et dedans il y a effectivement des profils d'ostéopathes tout à fait disposés à dire « Ah oui, c'est intéressant, on revisite des choses, c'est super ». Mais j'ai un biais d'échantillonnage terrible. Je n'ai pas vu ceux qui ne veulent pas faire le microprogramme. Donc je n'en sais rien. Si ça se trouve, ils sont vent debout contre l'universitarisation et qui trouvent que c'est épouvantable et réducteur et que ça va tuer la profession et que c'est peut-être des discours qui existent. Mais comme j'ignore qu'ils existent, je n'en sais rien. Bon. Mais je peux faire une analogie avec la chiropraxie. Il y a 2 écoles en France qui est la même entité juridique. Il y a très peu de chiropracticiens en France et tous leurs profs ont des masters et des doctorats. Donc on pourrait se dire, oh, c'est vachement plus simple. Dès la première année, ils leur disent, la vérité est ailleurs, potentiellement. N'hésitez pas à faire des formations avec d'autres personnes pour sortir du discours majoritaire, etc. Donc même dans une discipline où effectivement les choses sont très bien en place, il y a quand même toujours des mouvements qui existent. Et je ne sais pas si c'est consubstantiel à la thérapie manuelle en général, je ne peux pas l'affirmer, mais si un jour je découvrais que c'était le cas, je ne serais pas surpris. Voilà, pour le dire comme ça. Je ne sais pas. Merci beaucoup pour votre intervention et pour le travail que vous avez fourni là, durant les dernières années. Alors moi j'ai une question plus pratique par rapport à la recherche pour rebondir un peu sur le jeune homme. Et en fait voilà, ce que je remarque c'est que pour faire de la recherche il faut avoir un doctorat. Ce que vous avez pratiquement tous au niveau des intervenants qui ont écrit dans
le livre. Enfin, pas tout à fait. Pas tout à fait. Mm. En fait, je sais aussi que pour faire de la recherche sur des patients, il faut passer un certain nombre de comités sur les patients pour vraiment pouvoir faire une recherche. Donc, en fait, quel est le chemin que peut prendre un ostéopathe en fait, pour pouvoir faire de la recherche en ostéopathie éprouvée, autre que sur de l'histoire, autre que sur... On parle de la France, là, on est d'accord? Oui. Ok. Alors, la recherche interventionnelle, elle est bien encadrée depuis la loi Jardet, qui date de 2012, et les décrets d'application qui ensuite ont été publiés. Il y a effectivement une composition en 3 temps, les RIPH1, donc recherche interventionnelle sur la personne humaine catégorie 1, 2 et 3, qui oblige à passer devant ce qu'on appelle un comité de protection des personnes. Voilà. Comité de protection des personnes qui donne un tampon qui ensuite permet d'autoriser ou pas la recherche. Et donc, pour faire de la recherche clinique, il faut d'ailleurs valider avant ce qu'on appelle des petites formations en ligne avec des cours quand même qu'il faut suivre, qui ensuite vous permettent de valider le fait que vous êtes apte à faire de la recherche clinique. Ça, pour ça, vous n'avez pas besoin d'un doctorat. Par contre, pour être investigateur principal d'un essai clinique contrôlé randomisé en aveugle simple, parce qu'on ne peut pas faire de double aveugle en ostéopathie, il faut qu'il y ait un médecin dans l'équipe, surtout un RIPH1, voilà. Mais en thérapie manuelle, en ostéopathie, une RIPH2, recherche interventionnelle sur la personne humaine de catégorie 2, un ostéopathe peut être un investigateur principal. Et RIPH3, un ostéopathe peut être complètement aussi... par exemple, on a un RIPH3 avec ma collègue Paola Tavernier sur l'étude des effets secondaires, par exemple, suite à des consultations d'ostéopathie. Donc on a engagé un projet, il y a eu un comité de protection des personnes qui a validé. Sur la lombalgie de la femme enceinte, à l'université de Haute-Alsace, c'est pareil, le CPP, ce sera une formalité. À partir du moment où on intègre aussi des médecins et des économistes qui vont justement faire les analyses indépendamment des ostéopathes pour accroître la scientificité du travail. Parce que si c'est un médecin qui évalue combien, et un économiste qui évalue combien d'argent un ostéopathe fait potentiellement gagner une prise en charge, c'est mieux que si c'est l'ostéopathe qui le fait, parce qu'un, il n'est pas bon, et deux, il aura forcément un petit biais d'intérêt qui va, même s'il essaye d'être neutre, il ne va pas réchapper à cette neutralité axiologique, quoi. Ça c'est certain. Donc, c'est pas... Ça existe, il y a plein d'essais cliniques je crois qu'il y en a... Il faudrait que je redemande à Jerry, mais je crois qu'entre 2018 et 2023, il y a eu 200 essais cliniques qui ont été faits avec le terme Osteopathic Manipulative Treatment. Donc en fait, c'est énorme. C'est énorme. Après, il y a des études qui sont menées notamment par Agathe Wagner et d'autres qui essayent d'évaluer la qualité des essais cliniques pour voir quelles sont les difficultés, comment améliorer la qualité de ces essais cliniques. J'ajoute qu'il y a une publication dans le British Medical Journal, donc un des meilleurs journaux en médecine dans le monde, où sur la méthodologie pour isoler justement les interventions manuelles et les effets d'intervention manuelle, qui a été d'ailleurs publié dans Équateur après. Et le premier auteur, c'est David Orenschun-Schmitz, qui est ostéopathe anglais, docteur en ostéopathie. Et c'est le premier auteur, donc c'est son article, même s'ils étaient au moins une vingtaine ou une trentaine de co-autoristes sur le papier. Il y a quand même un article dans la meilleure revue du monde où le premier auteur, c'est un ostéopathe. Bon, je crois qu'il faut mesurer tout ça, c'est assez récent. Donc évidemment, les nouveaux essais cliniques vont s'inspirer de cette méthodologie qui est la plus robuste. En science, il y a un petit adage, on dit jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire, c'est la meilleure méthodologie. Voilà. Donc maintenant, on va essayer de s'inspirer de ça et de faire... vous voyez que ce n'est pas non plus très catégorisé. Moi, je suis plutôt en sciences humaines et sociales, mais je fais aussi, vous voyez bien, de la recherche en sciences de la nature. Donc, on fait quand même plusieurs trucs... Ok, merci. D'autres réactions ou c'est déjà pas mal? Moi, j'aurais une question encore, si vous permettez. Dans la rédaction de ce type d'ouvrage, est-ce qu'il y a des garde-fous mis en place afin de ne pas tomber dans l'ultra-crépidarisme, c'est-à-dire avoir des personnes ou des entités qui viennent parler des sujets dont ils ne sont pas maîtres, entre guillemets. Et deuxième question, vous êtes épistémologue dans les sciences de l'ostéopathie, et sachant qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de définition
clair établi de ce que c'est les sciences, est-ce que ça paraîtrait pas une montagne impossible à gravir? Chez les philosophes des sciences, comment dire, il y a globalement un consensus mondial pour dire qu'il n'y a pas une définition unique de la science, parce qu'on parle souvent de science au pluriel. D'ailleurs, il y a un ouvrage de référence qui date des années 90 qui s'appelle « Disunity of Science ». Donc, il y a différentes façons de produire des connaissances. Maintenant, il y a quand même une tendance générale qui est le niveau d'exigence. Le risque épistémique, par exemple, c'est quelque chose, c'est un outil qui date de 2020, qui montre qu'il y a peut-être une gradation en choses avec des forts risques épistémiques, faibles risques épistémiques. En fait, si on ne peut pas dire vraiment qu'il y a une définition unique de science, ça n'empêche pas de faire des sciences physiques, des sciences chimiques, des sciences mathématiques, des sciences de la vie et de la Terre, etc. etc. C'est juste que, axiomatiquement, on va accepter le fait qu'on ne peut pas vraiment définir ce que c'est qu'une science, mais qu'on va essayer de se faire de son mieux pour produire des connaissances. Une fois qu'on a accepté ça, en fait, c'est pareil pour potentiellement l'ostéopathie, pourquoi pas? C'est pas si différent que pour les autres disciplines. C'est certainement pas les ostéopathes qui vont résoudre les problèmes d'épistémologie que les autres disciplines qui sont là depuis très longtemps, comme beaucoup de chercheurs, n'ont pas réussi à résoudre. Ce serait très présomptueux. Par contre, on peut essayer de se dire, est-ce qu'il n'y a pas un danger de dire, ce qui est par exemple de la non-science, comme la spiritualité, par exemple, c'est bien de l'appeler spiritualité. S'il y a des choses qui sont de la pseudo-science, c'est-à-dire ça ressemble à de la science, c'est maquillé en science, mais ça n'en est pas, ça aussi, c'est bien de pouvoir le repérer. Et s'il y a des choses qui relèvent de l'ignorance, simplement des gens qui ne savaient pas que des connaissances existaient, qui ont fait quelque chose, mais en ignorant tout simplement qu'il y avait des éléments plus probants ailleurs, ce n'est pas la même démarche que de falsifier des choses pour que ça nous arrange. Voilà. Et sur l'ultra-crépidarianisme, qui est un mot pas simple à prononcer, je l'accorde, le seul garde-fou de cet ouvrage, c'était moi, j'avoue. Hein. Je suis le directeur de la publication, donc j'ai essayé de prendre des gens et de les faire travailler uniquement sur un chapitre où ils avaient une expertise, tout simplement. Mais en effet, ensuite, dans les publications scientifiques, c'est les revues avec les comités de lecture. Quand moi je reçois un aveugle, vous êtes tous au fait des revues à comité de lecture, de comment ça fonctionne ou pas du tout? Non? Donc quand vous faites une recherche, votre financement, machin, vous montez votre projet. Bon, vous menez à bien votre projet, vous concluez, vous rédigez votre article. Vous l'envoyez à une revue scientifique, l'éditeur gomme votre nom et il l'envoie à l'aveugle à au moins 2 ou 3 reviewers différents, des gens qui sont des super experts. Par exemple, vous faites un essai clinique sur la lombalgie de la femme enceinte pour le prendre. On va prendre des experts sur la lombalgie, des experts peut-être de la femme enceinte, et des experts en économie de la santé. On va leur demander d'analyser uniquement les parties sur lesquelles ils ont une expertise, et ensuite ils rendent leur rapport à l'éditeur. Et l'éditeur, après, moi je suis reviewer par exemple, j'ai le choix entre rejet, modification majeure, modification mineure, et si plusieurs reviewers disent rejet, l'article est rejeté, c'est fini. Modification majeure, sur un des articles, il peut y avoir peut-être 70 modifications, et ensuite c'est renvoyé à l'auteur ou aux auteurices. Et à chaque critique, ils apportent une justification. Oui, là je suis pas d'accord, là je suis d'accord, là je suis pas d'accord. Typiquement, moi dans une revue par exemple médicale, il y a par exemple des médecins qui vont employer des articles qui n'existent plus. Et je leur dis votre argument n'est pas valable parce que la loi a changé entre-temps, par exemple, bon, ça marche pas. Ou dans des revues de philo où quelqu'un va dire oui mais Descartes a dit que... Oui, alors ok. Sur la page 42 de Discours de la méthode, il a dit que, mais de fait, ça n'est pas le reflet exact de sa pensée, c'est ce qu'on appelle du cherry picking, on prend une phrase qui nous arrange et puis on la met dans un autre contexte. Donc, ça n'est pas vraiment un argument recevable pour cette raison. Et une fois que tout a été traité et qu'on a un accord, l'éditeur est susceptible ou pas d'éditer l'article. Donc le garde-fou, c'est le processus de reviewing à l'aveugle. Voilà, tout simplement. Parce que sinon, c'est trop facile. On dit, je t'envoie une bouteille de vin, et puis tu me valides mon article, et dans ce cas-là, on a du conflit d'intérêts qui déborde. On a parlé de vin tout à l'heure, c'est pour ça. Merci beaucoup. Donc le garde-fou, hélas, c'était moi, sur cet ouvrage. On va laisser le mot de la fin à Jérôme Nourry, directeur. Merci. Je ne vais pas me casser la gueule. Merci Pierre-Luc. Je vais faire un peu d'histoire, mais très brièvement. En 2008, avec Florent Brière, avec Emmanuel Burguet, dont tu as parlé tout à l'heure, qui sera docteur en sciences de l'éducation dans 3 semaines, avec Maxime Robillard et quelques autres ostéopathes choisis un peu partout en France, on a monté un fonds de dotation pour la recherche en ostéopathie. Alors, on avait plein de bonnes idées. On pensait, comme Pierre-Luc, que la base, le socle d'un métier qui se veut un métier fait de compétences, doit être la recherche scientifique avec un bon niveau de preuve. Et on pensait que créer un fonds de dotation pour aller chercher des fonds
permettrait de mettre en place des recherches. Alors, tu n'as pas parlé des coûts des recherches sur lesquels tu posais les questions. C'est des coûts qui vont entre 50 000 € pour les plus petites, à 300 à 600 000 € pour les plus grosses. Donc c'est des coûts considérables qui demandent des laboratoires, des financements qu'un particulier ne peut certainement pas financer. Et donc on a pensé qu'on arriverait assez facilement à récolter des fonds. Alors je pense qu'on est arrivé un petit peu tôt dans le paysage. On s'est considérablement planté. On a récolté des fonds du cœur, les fonds de nos étudiants, qu'on a beaucoup sollicités ici. Il y en a certains, comme Pierre-Marie, qui ont dû forcément mettre un peu la main à la poche. Et on s'est rendu compte que on n'y arrivait pas, en fait. Et puis, 2013, 2014, j'ai rencontré Pierre-Luc, qui démarrait son doctorat. Et on s'est dit, au moment où on se disait qu'on allait lâcher l'affaire, parce qu'il y a un moment, on y a passé tellement d'énergie que c'était plus possible, on s'est dit que c'était intéressant de participer modestement au financement de sa première année de thèse, parce que ce gars-là, il est bourré de qualité, il a des vraies valeurs humaines, et il avait un projet qui correspondait exactement à ce qu'on souhaitait, nous, construire pour la profession. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré Pierre-Luc. On s'est pas beaucoup vu en une douzaine d'années, mais on s'est croisés. Moi, j'ai beaucoup aimé ton livre, parce qu'il a l'avantage de ne pas être clivant ni manichéen. Il pose les choses, c'est plutôt une ouverture, et il fallait absolument le faire. Et heureusement qu'il y a des chercheurs comme toi, et l'avenir de l'ostéopathie, elle passera, pour répondre à vos questions, par des gens qui vont se former avec des masters, des doctorats, en sociologie, en histoire, pas uniquement en sciences de l'éducation. Je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à construire et à donner un niveau de preuve qui permettra de prouver que sur les bases sur lesquelles on travaille, certaines effectivement sont moins valides que d'autres, mais que malgré tout, ça ne fonctionne pas trop mal ce qu'on fait, et plus on arrivera à prouver pourquoi, plus on avancera. Je pense qu'on ne s'inscrit pas dans une profession sans avoir réfléchi et conscientisé ce qui a été travaillé par ses prédécesseurs, voire même idéalisé, et que notre travail, c'est de faire tomber certains dogmes, il y en a beaucoup en ostéopathie, mais les faire tomber, comme tu l'as très justement dit, c'est pas donner un grand coup de bâton là-dedans, c'est plutôt justement construire, montrer pourquoi ça marche, et je pense que c'est comme ça qu'on pourra grandir et arriver à avoir une profession respectable. Donc je te remercie infiniment, c'était brillant. Merci d'avoir accepté de venir à Eurostéo, qui reste un modeste établissement. Et, très sympa. On est content de t'avoir. Merci Bravo. Beaucoup. Si vous voulez boire un coup, c'est au fond. Merci, c'était super. Cool, trop cool.